Aujourd'hui, on parle de la pression, celle qu'on se met tout seul sans même s'en rendre compte, de cette voix intérieure qui te dit sans arrêt « tu peux faire plus, tu dois faire mieux », et du conseil qu'on aurait aimé entendre plus jeune « tout ce que tu fais, c'est suffisant ». Bienvenue dans Mémoire en boîte, moi c'est Lilou, et aujourd'hui j'accueille ma copine Sophia. Salut Sophia. Coucou Lilou. Je suis hyper contente que tu aies accepté de participer à mon podcast. Quand je t'ai proposé de participer au podcast, déjà, tu étais hyper chaud, donc je suis vraiment trop contente que tu sois là aujourd'hui. Du coup, tu m'avais confié ce conseil, tout ce que tu fais est suffisant, et que toi, ça t'aurait bien aidé à un moment précis dans ta vie. Alors du coup, je veux bien que tu nous racontes d'où t'as inspiré ce conseil et pourquoi. Bien sûr, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait être plus. Alors attends, parce que pause. Il faut savoir où commencer parce qu'en fait, c'est... Comment dire ? Je dirais que le fait de me mettre beaucoup la pression et d'avoir ce sentiment de ne jamais être suffisant, c'est presque une éducation. Parce qu'en fait, ça grandit avec moi et ça fait partie de moi aujourd'hui. Donc du coup, le début précis, je peux pas te donner d'événements ponctuels, tu vois. Tout ce que je peux dire, c'est que, comme tu le sais, j'ai été en famille d'accueil. Et du coup, il y a déjà automatiquement ce petit truc où tu te dis mes parents ne m'aiment pas, il y a peut-être une raison, peut-être que je suis pas assez, peut-être que je suis trop, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. Et donc, de ce fait, moi j'ai grandi en étant en manque d'attention et en manque d'amour aussi, comme certains autres enfants. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, mon cerveau a essayé de comprendre qu'est-ce que je pouvais faire aussi, surtout, pour attirer l'attention, pour qu'on me donne de l'amour et pour surtout montrer que je méritais d'être aimée, d'avoir de l'attention, de l'amour. Et du coup, à ce moment-là, je me suis mise une pression toute seule en me disant il faut que je sois plus, toujours plus. Parce que moi, par exemple, je ramenais parfois des 16 sur 20, des 17, des 18. Tout ce qu'on me répondait, c'était c'est cool, c'est bien, machin. Bon, ouais. C'est Sophia, on a l'habitude, tu vois. T'avais pas de vraie reconnaissance, c'était plus ah ok. Ouais. C'est ça, et... mais parce qu'en fait, j'habituais tellement ma famille et mon entourage à être calme, à être sage, à ramener de bons résultats, que du coup, eux, ils l'avaient normalisé, parce que c'est normal, mais l'être humain s'adapte et s'habitue aussi à son environnement. Donc, quand t'habitues les gens à un certain comportement, eux, du coup, ils vont juste partir du principe que c'est normal et que c'est pas exceptionnel, tu vois. C'est comme quand t'es dans une relation et que, je sais pas, t'habitues l'autre à lui ramener un bouquet de fleurs toutes les semaines. L'autre, au bout d'un mois, il va dire que c'est normal. Ouais. Et si un jour tu lui ramènes pas le bouquet, il va faire « Ah, il y a un problème ouais. !» Alors, plutôt que de se dire que, au contraire, le fait de ramener un bouquet, c'est trop bien et que c'est super comme habitude, ils vont voir l'aspect négatif. Ouais, c'est ça, ils vont se lasser, entre guillemets, au fur et à mesure. Et du coup, t'as plus la reconnaissance voulue ou désirée en face. Se lasser, je sais pas si c'est le mot parce qu'ils sont pas fatigués de ça, ils ont pas forcément envie que ça change, mais ils vont vraiment le normaliser en mode c'est ok et ça fait partie d'un quotidien, tu vois. Sauf que du coup, quand toi t'es enfant et que t'essayes de mettre en place des choses pour dire aux gens regardez, je mérite plus de reconnaissance et qu'au final ça se retourne contre toi parce que du coup tu élèves tout seul tes propres standards dans l'attente d'être reconnu, d'être accepté, d'être aimé et qu'on te dise enfin Sophia, je suis fière de toi, c'est du bon boulot que tu fais, etc. Tu t'en sors jamais quoi. Et dans ta famille d'accueil, ils avaient des enfants eux ? Eux ils avaient des vrais enfants. Okay. Ouais. Et est-ce qu'il y avait justement ce petit truc peut-être de comparaison de toi, tu les avais habitués à avoir toujours des bonnes notes donc c'était ok, mais qu'il y avait peut-être une sorte de différence entre leurs enfants où si ça ramenait des bonnes notes, là c'était champagne et toi c'était c'est normal, c'est Sophia quoi. Ou est-ce que pas du tout peut-être Avec leurs vrais enfants, sur ce sujet-là, j'ai jamais eu de comparaison ou de ressenti. Par contre, c'était plus par rapport à mes autres camarades de classe. Ouais. Ça me foutait un peu le démon, en vrai de vrai, même si ça fait un peu rageux dit comme ça, mais quand ils disaient oui, si j'ai mon brevet, ma mère elle m'achète un ordinateur, alors que moi quand j'avais mon brevet mention très bien, c'était juste bravo. C'est bien. Non, même pas bravo, ouais. En fait c'est ça, ça dépend. C'était un petit bravo quoi. Bravo, hein, bisous. Ouais. Et vas-y, va dans ta chambre et va jouer avec une sorte de désintérêt. Vis-à-vis de toi, ouais. Ouais, oui, une espèce de désintérêt parce que justement, en fait, ils s'y attendaient, c'est ça en fait. Tu vois, quand tu t'attends à quelque chose, quand tu vois que pendant toute l'année, j'ai des mentions très bien, les félicitations du conseil de classe, etc., que j'ai toujours de bons résultats scolaires et qu'à la fin, je ramène un mention très bien au brevet,
bon, on s'y attendait, tu vois, enfin, c'est ok. Du coup, plutôt que de dire, waouh, trop bien, félicitations, il n'y a pas l'aspect de surprise, tu vois, il n'y a pas l'aspect de fierté non plus, parce que, en soi, il n'y a pas de quoi être fier de quelque chose qui est normal, tu vois, dans leur cerveau. Oui, dans leur cerveau, parce que, bon... Non, dans leur cerveau, même, oui, bien sûr, dans leur cerveau. Du coup... non, oui, on fêtait pas. Et moi, ça me faisait un peu mal au cœur parce que j'entendais mes camarades qui étaient là en mode oui, moi on m'offre un ordinateur. Et ça, ça c'est matériel, mais parfois il y avait aussi les réunions de famille où du coup ils trinquaient pour célébrer le brevet. Oui, c'est ça. Ils étaient en mode oui, on va inviter les amis de la famille, t'invites tes potes, on va fêter ça. Et moi, bon. Et ouais, ce soir on mange carbonara. C'est si triste. Mais... Non, c'est si triste. Et du coup, autour de toi, donc en dehors de ta famille, il n'y avait pas des oncles, des tantes, des amis de la famille, etc. qui, eux, peut-être se rendaient plus compte et pouvaient te féliciter plus ponctuellement parce que tu les voyais pas forcément tout le temps. Mais t'avais pas non plus ce truc-là de... T'avais un peu l'impression d'être seule ou il y avait quand même des gens autour qui te donnaient un peu plus cette reconnaissance-là quand même quand t'en avais un peu besoin, quoi. Objectivement, alors je pense pas qu'ils m'en donnaient plus que ça, mais objectivement, ma famille, de manière générale, donc que ce soit mon tonton, ma tata, ou alors oncle et tante, non j'ai pas, mais les gens de leur famille que je voyais, ils pouvaient parfois, tu sais, enfin c'est ce que je te disais, dire petit bravo, etc., c'est bien, etc. Donc en soi, je sais aujourd'hui avec du recul qu'ils étaient fiers de moi. Ouais. Le seul truc, c'est que dans la manifestation, j'aurais aimé avoir plus, parce que du coup, quand t'es enfant, t'es en train de développer ta maturité émotionnelle et t'as pas forcément conscience de tout ce qui se passe autour de toi et surtout, t'es pas là pour analyser le cerveau des adultes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est aux adultes de te protéger et c'est aux adultes de te faire comprendre les choses. C'est pas toi en tant qu'enfant qui dois les comprendre. Donc aujourd'hui, je conçois qu'ils étaient fiers de moi et je suis en paix avec ça, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'ai développé un sentiment de ne jamais être satisfaite de moi. Parce que là, on parle beaucoup de ma famille, mais je pense que c'est né de ça, du fait que je me sentais en dessous des autres. Et que je me disais, non, regardez les gars, je suis trop bien, je suis forte partout. Tu sais que j'avais un rêve quand j'étais enfant, c'était vraiment mon objectif de vie, c'était d'être une femme parfaite. Alors par ça, je m'explique, en gros, je voulais tout savoir faire. Je voulais savoir faire des roulades arrière, faire des majorettes avec du feu, faire des sports de combat. Tous les trucs que tu voyais et que tu trouvais stylés, tu voulais... C'est ça. Et le pire, c'est que je ne voulais pas faire tout ça pour moi, pour me dire waouh, je suis quelqu'un de grave stylé. Je voulais le faire pour les autres parce que du coup, je me disais, si je suis parfaite, en fait, on va savoir que Sophia, si on a besoin de quoi que ce soit, elle sera là. Elle est là. Ouais. Et du coup, je me suis mise une pression aussi par rapport à ça, à me dire, mais en fait, j'ai pas de place dans ce monde, parce que c'est horrible, mais en fait, je pense que c'est ça qui a été le plus dur pour moi quand j'étais enfant, c'est que je sentais la différence que j'avais avec les autres, et je faisais genre que je la ressentais pas. C'est-à-dire que je voyais la différence, tu la voyais avec justement ce besoin de reconnaissance que t'avais pas, le fait d'être en famille d'accueil, ou du coup le fait d'avoir un peu l'impression aussi d'être seule, là où il y en avait plein qui avaient des parents supportifs, etc. Tout ça en même temps, un cumul de choses. Moi, quand j'étais en CP, je me suis faite harceler. En maternelle, j'avais pas d'amis. En fait, j'ai pas eu d'amis pendant très longtemps. Les premiers, enfin j'ai envie de dire le premier ami, mais en fait c'est compliqué parce que ces gens-là, j'ai envie de les décrire comme des amis parce que sur l'instant T, c'est comme ça que je les voyais. Mais en réalité, c'est pas ça l'amitié, parce qu'il y avait un rapport qui était de fou biaisé et c'était plutôt une forme de, comment dire, un peu de respect social où en fait tu te dois d'avoir des amis, du coup dès qu'il y a une personne qui est sympa, c'est ton ami. Tu vois, c'est un peu un raccourci pour te rassurer toi-même aussi en te disant en fait je suis un peu comme les autres, mine de rien, parce que j'ai quand même un ami. Alors qu'en fait dans les faits, on n'était pas vraiment l'un pour l'autre et c'était un peu bizarre, quoi. C'était plus ton ami de 8 à 18, quoi. Genre, tu le vois à l'école, mais il n'y a rien en dehors. Et puis même, on n'était pas dans l'écoute, on n'était pas forcément dans le partage. C'était bizarre, il y avait beaucoup de comparaisons. Puis même moi, je me sentais pas à l'aise dans cette amitié, mais je me sentais un peu obligée de l'entretenir, mais pour les mauvaises raisons. Tu vois, et quand c'est pas sincère et authentique, ça se ressent de fou. Et je crois que j'ai eu mon premier ami qui était aussi en famille d'accueil quand j'étais en CM1 ou CM2. Puis au final, un jour, il a quitté sa famille d'accueil, je ne l'ai plus jamais revu. Mais j'ai pas eu d'amis pendant très longtemps. Le peu d'amis que j'ai eu, c'était des amitiés qui étaient un peu toxiques ou basées sur les mauvaises choses. J'ai eu une meilleure amie au collège, ça a été un échec. Parce qu'en fait, en fait, le truc, c'est que... Mais déjà, juste le fait de ne pas avoir d'amis en maternelle, je trouve ça tellement triste, dans le sens où plus tu grandis, plus, comment dire, les enfants deviennent... Enfin, pour moi, plus tu grandis, plus les enfants deviennent méchants deviennent méchants.
Je m'explique. Dans le sens où plus tu grandis, plus tu te rends compte que le regard des autres, que ceci, cela. Alors que quand t'es tout petit, tu t'en fous un peu du regard des autres et t'en as rien à foutre. Donc je trouve ça fou que même en maternelle, là où on est à la base de l'enfance, où on n'a pas du tout toutes ces conventions sociales, tu n'avais pas d'amis parce qu'il y avait un truc qui était différent ou parce que... Je peux même pas te l'expliquer. Hein. Moi, j'ai 2 souvenirs précis de la maternelle et le pire, c'est que, au pire des cas, je pouvais me dire oui, c'est dans mon imaginaire collectif, machin, mais en fait, pas du tout parce qu'il y a même des preuves en photo. Ah oui, okay. C'est que je me souviens de 2 choses. Premièrement, il y avait une camarade qui s'appelait Lucie et en fait, elle était trop jolie. Je me souviens un peu de sa coupe de cheveux, plus de son visage, mais de sa coupe de cheveux. En fait, elle avait un carré tout lisse, bien coiffé. Et du coup, j'étais en mode waouh, je vais trop être amie avec cette go, tu vois, maternelle et tout. Et vraiment, c'était la première section, la petite section, tu vois. Et je lui avais demandé si je pouvais jouer avec elle. On jouait à la dinette, enfin, on sait, c'était les aliments en plastique, là, des œufs et tout machin. Et elle avait un œuf dans la main en plastique là. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais jouer avec elle et tout, avec les œufs machin. Elle m'a regardée comme ça. Vraiment, j'ai un souvenir, mais c'est tellement net. Elle m'a regardée, elle a fait non, et elle est partie. Du coup, j'ai plus osé demander. Oh non, c'est horrible. Et après, il y avait des ateliers parfois, genre on faisait des ateliers cuisine, des ateliers puzzle. La vie de ma Lilou, j'ai des photos. J'étais toute seule sur la table, genre. T'avais des enfants qui étaient tous ensemble. Moi, j'étais toute seule. Mais tu sais, le pire, je pense que c'est ça, c'est que, en fait, dans ma tête, sur l'instant T, j'ai essayé de trouver une solution et une explication à pourquoi j'étais toute seule, tu vois. Oui. Et du coup, ce qui fait que quand je suis rentrée en CP et que le harcèlement est rentré en jeu, et que là, c'était pas je me faisais rejeter par les autres, c'est je me faisais rejeter, mais directement. C'est-à-dire que là, c'était vraiment Sophia, c'est vraiment toi que je vise, c'est toi que je n'aime pas. Ouais. Tu vois, alors qu'en maternelle, il y avait un peu le bénéfice du doute, bon, bah c'est pas grave, je suis toute seule, mais c'est pas grave, peut-être qu'un jour je vais avoir un ami. Enfin, tu vois, alors que là, c'était concret que j'allais pas en avoir, tu vois. Et du coup, pour me protéger, mon cerveau, il a créé une logique, en vrai, qui est mignonne, mais qui est un peu triste. C'est, dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui sont faits pour être heureux et les gens qui sont là pour fabriquer le bonheur des gens. C'est horrible. Parce qu'en fait, dans ma tête, mais je te promets... Mais c'est vous que tu te dis ça en CP, genre en CP, on a dit ça en 6 ans, 6-7 ans. Mais en fait, il fallait que je trouve une explication. Je pense que mon cerveau, il est rentré en mode survie. Il était en PLS parce que là, on parle de l'école, mais moi, j'étais en famille d'accueil. Donc, il y a aussi des choses pas simples que je vivais à la maison. Il y avait les droits de visite qui se passaient pas bien. Ma maman, elle n'est pas comme toutes les autres mamans. Donc, ça fait des problèmes cumulés. Ouais, moi, je me retrouve avec un poids de fou. Vivre à cet âge-là du tout. Surtout que moi, j'ai été un enfant parentifié. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un enfant parentifié, c'est un enfant à qui on donne des responsabilités d'adulte et à qui on va demander d'assumer des responsabilités qui sont censées être les nôtres. Moi, ma mère me parentifiait beaucoup. Par exemple, elle me demandait, quand elle était enceinte de ma dernière sœur, je devais avoir peut-être 12 ou 13 ans, elle m'a demandé si elle devait avorter. Ouais. Quand j'avais 8 ans, elle m'a demandé de choisir le prénom de ma sœur, parce qu'elle savait pas quel prénom donner. Quand elle avait des problèmes avec ses ex, ses copains, machin, elle m'appelait, j'avais moins de 10 ans, tout, pour me raconter et me dire qu'est-ce que je dois faire. J'avais moins de 10 ans. Tu vois ? Sauf que du coup, toi, on te donne cette responsabilité. Sur l'instant T, tu vois pas le côté toxique et malsain. Ouais, et puis tu te dis c'est normal en plus. Ouais, tu te dis c'est normal. Et surtout, moi, c'était surtout ça, c'est que je me disais, waouh, putain, ça veut dire que je suis une adulte, ça veut dire que je suis une grande fille. Tu vois, si on me demande de faire des trucs d'adulte, ça veut dire que, tu vois, je suis plus mature que mon âge. C'est ça, je suis plus mature que mon âge. Du coup, moi, j'acceptais de prendre ces responsabilités, mais parce qu'en fait, ça donnait un sens à ma vie. Oui, c'est ça. C'est putain, voilà, j'ai pas d'amis, et je suis seule. T'avais peut-être aussi ce truc de... Mais ta mère à quelque chose. se confiait à toi, donc t'avais peut-être aussi ce truc de, comme tu vivais pas avec elle, elle m'accorde de l'importance en me demandant ça, donc il y a peut-être une sorte de rapport de force. C'est le seul type de relation qu'on a pu avoir, honnêtement, où c'était approximativement ça. C'est les rapports les plus simples que j'ai eu avec ma mère. Donc du coup, quand je suis arrivée en CP, j'ai développé cette logique parce que je voyais tous les gens autour de moi. En fait, c'est ça, c'est ce que je te disais juste avant, c'est que je voyais les gens qui étaient heureux. Moi, je sentais que j'étais pas comme ça. Je me suis toujours sentie différente. Après, la question, c'est est-ce que justement, c'est pas parce qu'on se sent différent que du coup, on l'est aux yeux des autres, tu vois, c'est un peu la perception qu'on a vis-à-vis de soi-même. C'est un peu comme ça que les autres te perçoivent aussi, tu vois, c'est le fameux truc de la confiance en soi, etc., de l'aura qu'on peut dégager. Mais le fait est que je sentais la différence. Et du coup, pour me protéger, je me suis enfermée dans ce déni en me disant, en fait, je suis pas heureuse, mais c'est ok. Parce qu'en fait, moi, mon but, c'est de rendre les gens heureux. Donc en fait, je peux pas être heureuse si c'est mon métier, en quelque sorte, de créer le bonheur pour les gens. Pour moi, le bonheur pouvait pas sortir de nulle part. Et là, quand tu t'es dit ça, genre, du coup, en CP, est-ce que t'arrivais à identifier, comment dire, les gens heureux et les gens comme toi, entre guillemets, qui, pour toi, devaient fabriquer le bonheur des gens ou... Parce que,
pour moi, quand même, il y a un peu ce truc de si tu te dis ça, c'est que tu dois bien te dire qu'il y a d'autres gens autour qui doivent être comme toi et qui ne doivent pas être heureux et qui doivent fabriquer le bonheur des gens. Donc, j'imagine que pour que ça ne sorte pas de nulle part dans ton cerveau, il devait y avoir des gens autour de toi que tu identifiais comme étant comme toi de fabriquer le bonheur d'autres personnes. Il y avait des personnes, alors je suis pas arrivée jusque-là à me dire qu'ils étaient comme moi, qu'ils avaient la même mission, mais il y avait des personnes effectivement qui dégageaient une énergie de personnes un peu rejetées aussi, tu vois. D'ailleurs, je m'étais liée copine avec 2 autres filles qui se faisaient harceler, qui s'appelaient Wendy et Alexandra. Je me souviendrai toujours, même, je ne veux pas dire leur nom de famille parce que voilà, mais je me souviens de tout. Et en fait, toutes les 3, on se faisait harceler. Mais en fait, le truc, c'est que c'était un peu chacune pour soi. Moi, j'ai été arachnophobe à l'époque. J'avais la phobie des araignées. Aujourd'hui, les petites, ça va. Les grosses, je leur fous une grosse patate, tu vois. Mais j'avais la phobie des araignées. Et pendant les récrés, il y avait une grande meuf, parce qu'en fait, on était mélangés dans les classes. Donc là, elle était dans des classes supérieures. Elle avait 2 ans de plus que moi. En plus, elle était un peu large, très grande. Elle s'appelait Sarah. Et en fait, à chaque fois, pendant toutes les récrés, elle me prenait avec ses 2 copines là, et genre elle me foutait dans le coin de la cour où il y avait plein de toiles d'araignées, etc. Elle me disait tu passes ta récré ici, et à chaque fois que j'essayais de sortir, c'était pire parce qu'en fait elle me repoussait de plus en plus fort, donc du coup c'était horrible. Donc du coup à chaque récré, j'allais toute seule comme une grande dans mon petit coin avec les toiles d'araignée, je passais ma récré là-bas quoi. Et Wendy et Alexandra, elles étaient plus loin et c'était en mode désolée Sophia mais bon. Il y avait une sorte de rapport de force entre guillemets, elles étaient là, mais d'un autre côté elles savaient qu'elles faisaient pas le poids entre gros guillemets. Oui, et du coup, c'était... Mais qu'est-ce que tu veux faire en plus, je veux dire, elle avait 2 ans de plus que nous, elle était cool, tu vois, c'était un peu une meuf cool. Le cool de l'époque. Ouais, elle te fout une patate, t'es par terre, mais qu'est-ce que Et t'en as jamais parlé à tes parents ou à d'autres adultes compétents du harcèlement? Alors, même encore maintenant, on sait très bien que c'est toujours pas assez pris en charge. Mais en tout cas, si vous faites harceler, peu importe ce que c'est, il faut en parler. Il y a plein de numéros disponibles et tout, où en parler à une personne... adulte qui peut prendre des responsabilités. Et je pense qu'il faut mettre le mot harcèlement aussi dessus. Ça. Parce que justement, quand j'ai vécu ça, moi au début, je savais pas ce que c'était que le harcèlement. J'en avais jamais entendu parler. Parce que quand t'es en CP, en vrai, maintenant on en parle de plus en plus, mais moi à l'époque, on n'en parlait pas tant que ça. Donc moi j'étais juste allée voir le maître pour lui dire oui, il y a un tel qui m'embête, toutes les récréations, ça dure depuis tant de temps. Et typiquement, ma famille m'a répondu la même chose. Eux, ils s'en souviennent pas, moi si. Ils m'ont répondu la même chose, les deux. C'est pas grave, ça va passer, c'est une dispute d'enfants, blablabla. Super. Voilà, super. Donc du coup, dans ce moment-là, tu te sens seule de fou parce que tu te dis putain, déjà, j'osais pas trop en parler. En plus, j'en parle, on me dit que c'est normal. Puis en plus, du coup, ça rajoute à ce problème de... justement, t'as l'impression que tout ce que tu fais, c'est pas suffisant, quoi. T'as l'impression de devoir faire encore plus pour te dire, en fait, si là déjà je dis ça et qu'en fait il se passe pas, il faut qu'il se passe quoi pour que quelqu'un réagisse, quoi. Tu vois, typiquement, là, ça prouve qu'en fait, mon rapport à la normalité a été biaisé. Parce que pour moi, là, ce que je vivais, c'était pas normal. Parce que je sentais bien que c'était louche, tu vois, le harcèlement, etc. Mais pourtant, les adultes me disaient que ça l'était. Donc voilà. Moi, dans mon quotidien, j'avais des trucs pas faciles avec ma famille d'accueil, sauf que comme c'était un quotidien et que personne dans ma famille avait l'air de s'inquiéter ou de donner de l'importance à ça, c'était ok. Quand ma mère me faisait des trucs qui n'étaient pas normaux, c'était ok, tu vois. En fait, du coup, mon rapport à la normalité a été biaisé et du coup, dans cette perspective aussi d'être capable de m'accepter et de sortir surtout de ce prisme du je suis faite pour rendre les gens heureux et moi aussi, je peux avoir le droit au bonheur, tu vois. C'est pas facile parce que du coup, pour moi, le bonheur, on est parti sur un truc qui se méritait et du coup, je me suis mise une pression de dingue où c'était jamais suffisant. Et j'ai aussi un énorme besoin de réussite, de réussir ce que je fais. Ça, je pense qu'on est on est beaucoup à l'avoir. Ce truc de, on va faire un projet, ok, c'est cool, mais c'est pas assez. Il faut faire d'autres trucs. Et en fait, c'est un palier. La vie, c'est un peu un escalier sans fin. Tu vas être sur la première marche, tu vas dire waouh, j'ai trop envie d'être à la 5e marche et tout. Tu vas arriver à la 5e marche et en fait, je veux encore plus. C'est ça. Et en fait, le rêve va devenir réalité. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, si moi mon objectif c'est de faire un court-métrage, c'est vraiment mon rêve ultime, c'est de faire un court et de l'envoyer à un festival. Tu vois, c'est vraiment mon fantasme un peu, je rêve de ça. Le jour où je ferai ça, je serai trop fière de moi, je serai trop contente, c'est vraiment ça que je veux. En fait, le jour où je vais le faire, où je vais passer à l'action, déjà c'est très beau de passer à l'action parce que tout le monde ne peut pas le faire, quand je vais passer à l'action et que mon court-métrage va être sélectionné à un festival, en fait, le fait d'obtenir ce que je veux, ça va le rendre réel, tu vois. Et du coup, ce qui était pour nous un objectif, un fantasme, quelque chose d'incroyable, de fou, en fait, on se rend compte que c'est une chose qui est accessible au même titre que n'importe quoi, au même titre qu'aller chercher une baguette à la boulangerie, tu vois. Et quand du coup, t'obtiens cette chose-là, t'es là en mode,
ah bah en fait je me sens pas si folle que ça. Tu vois, finalement, c'est ok, c'est normal. Et du coup, on revient dans le prisme de la normalité où du coup, bah, une fois que c'est acquis, bah, c'est bon. Ouais, c'est ça. Et tu veux toujours plus. Le fait aussi de ce truc de créativité, je pense que ça rentre beaucoup aussi dans ce truc de prisme de la normalité, encore plus avec les réseaux sociaux maintenant, de tout ce qu'on va voir. Déjà, la majorité, enfin, ça change un peu, mais tout ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux, globalement, c'est que le bon côté des choses ou les projets où les gens sont fiers. Donc ça va forcément être des trucs bien, très bien, et du coup à force de voir ça tous les jours en scrollant H24, bah en fait tu te dis tout ce que tu fais c'est pas assez bien et du coup il faut faire plus pour atteindre ce niveau de normalité. Et une fois que tu atteins ce niveau là, tu as envie d'encore plus, de plus. Et toi du coup quand est-ce que un moment tu t'es dit en fait il n'y a pas deux types de personnes, il n'y a pas les gens qui sont faits pour être heureux et les gens qui sont faits pour fabriquer le bonheur, quand est-ce que tu t'es rendu compte que toi aussi tu avais le droit d'être heureuse et que justement tout ce que tu faisais, c'était assez à ton niveau et que, en fait, plus tu fais, déjà passer à l'action, c'est déjà, comme tu dis, quelque chose de tellement plus gros que juste... J'ai pas les mots, mais... En fait, là, t'as dit tellement de choses, il faut que j'essaie de répondre à tout. T'inquiète, prends ton temps. Déjà, par rapport, avant de répondre à ta question, par rapport à ce que tu disais par rapport aux autres aussi, c'est fou parce que je me suis fait la réflexion, là, justement, il y a quelques jours. J'ai remarqué que sur Instagram, on en parlait en plus dans le podcast que j'ai enregistré, sur Instagram, mes publications qui sont les plus likées, les plus soutenues, c'est celles où je suis à Cannes et où je suis à des festivals. J'ai posté une photo où genre j'avais conduit ma première Porsche Cayman, parce que j'adore les sports de voiture et tout machin. J'ai posté d'autres trucs sur mes tournages, etc. En fait, à chaque fois que je poste quelque chose, faut savoir, la petite anecdote pour ceux qui... Voilà. À chaque fois que je poste quelque chose, c'est parce que je le considère comme une réussite personnelle. Quand on a fait le slam, j'ai posté un truc parce que je juge que waouh, ce jour-là, il s'est passé quelque chose de fort en moi. Du coup, je le partage aux autres parce que j'ai envie de partager des choses qui me touchent. Donc j'ai fait pareil pour la Porsche et j'ai fait pareil pour mes tournages parce que c'est des moments où je sens qu'il s'est passé quelque chose en moi. Et du coup, ce sont des réussites. Sauf que les autres vont avoir tendance à vraiment valoriser ce que eux considèrent comme une réussite. Et j'en parlais, ça c'est un avis qui est un peu controversé, mais il y a beaucoup de gens, et c'est ce que je dis dans mon slam, qui me répètent j'ai hâte de voir ce que tu vas devenir. Oui, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Oui, je suis sûre que tu es capable de faire de grandes choses. Sauf qu'en fait, avec mon cerveau biaisé, moi quand on me dit ça, plutôt que de me dire ah waouh, cette personne elle croit en moi, elle a de l'espoir et tout, je me dis en fait si elle me dit ça, ça veut dire que ce que je fais actuellement c'est pas suffisant. Tu vois, alors que pourtant je fais des choses incroyables. On est allé à Cannes, je suis allée à une trentaine de festivals, j'ai des prix là qui sont sur mes murs. Tu fais des trucs de fou, je te l'accorde. J'ai slamé devant Grand Corps Malade, j'ai conduit une Porsche Cayman. Tu fais des trucs de fou. Genre, déjà, l'un des trucs que j'ai pu faire dans ma vie, pour certains, ça va être leur objectif, tu vois. Et on me dit que, ah ben non, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Et du coup, j'en ai parlé avec mon copain de ça, parce que c'était le premier à me dire ça. Et en fait, il m'a dit que si lui me disait ça, c'était plutôt dans le sens où il savait que j'étais capable de faire plus. Et du coup, tu vois, avec ce cerveau-là qui est là en mode, ok, il faut toujours être plus, ben quand on te dit ça, t'as l'impression de ne pas être assez. Et puis des fois, c'est juste une perception différente, de se dire que justement cette phrase j'ai hâte de voir ce que tu vas devenir, ben en fait après ça dépend toujours de la manière dont la personne le dit, mais je suis d'accord avec toi dans ce sens de quand on te dit ça t'as un peu le truc de en fait c'est parce que je suis pas encore assez maintenant ou voilà, et d'un autre côté je comprends aussi le truc de ton copain de ben non en fait si je te dis ça c'est parce que je trouve justement, enfin ça a aussi ce côté hyper positif de dire la personne en face de toi croit en toi. Bien sûr. Et elle sait que entre guillemets pas négativement et pas pour te tirer vers le bas, mais justement tu es capable de faire encore plus et encore mieux et faire encore plus de trucs. Mais en vrai, des fois, j'avoue, je trouve que ça rajoute des fois, parfois, une pression de se dire ah, tous ces gens-là m'ont dit ça, donc il va falloir entre guillemets les satisfaire. Et c'est surtout que... ça qui est... Mais c'est surtout que j'ai 21 ans. Oui, c'est ça. Laissez-moi le temps de mettre en place ma vie. J'ai 21 ans, les gars, j'ai déjà eu 1000 vies avant. Alors laissez-moi le temps de mettre en place mon plan de vie et au pire des cas, je fais ce que je veux. Si aujourd'hui j'ai envie d'arrêter le cinéma, d'arrêter d'aller à des festivals et de juste, je sais pas, redevenir serveuse en restauration comme je l'ai été et de faire que ça de ma vie, en vrai ça me concerne. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout qu'il faut apprendre à valoriser, et ça je pense que c'est, en vrai c'est un peu le message entre guillemets que je veux faire dans ce podcast, c'est apprendre à valoriser les petites réussites personnelles. Il y a des gens pour qui
juste se lever le jour, faire la vaisselle et passer un peu le ménage, c'est déjà une réussite pour eux, tu vois. Nous, on parle de gros trucs parce que les artistes, on se met une pression de fou parce que tu sais, quand on est artiste, on met une partie de nos émotions, une partie de nous-mêmes et du coup, on a vraiment ce besoin de performance et de prouver que ce qu'on fait, ça a de la valeur. Parce qu'on est énormément sur le marché et surtout, c'est pas un truc, théorique et concret comme les autres métiers. Tu vois, tu peux pas se comparer à la note. Études de comptable et après, juste tu sais bien. Il n'y a pas de 17 sur 20, de 20 sur 20 dans le métier artistique. Ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun, de comment est-ce que nous, on va percevoir l'art, de nos émotions, de ce qu'on va ressentir. Il y a des peintures, tu vas être touché, moi, pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement subtil et personnel que du coup, il peut y avoir cet aspect un peu de comparaison et de « Ah !» Tu vois, quand on a fait le slam, vous avez tous écrit des textes fabuleux. Quand je vous ai tous écoutés, je me suis vraiment remise en question. Je me suis dit, mon slam, il pue le caca. Il était trop bien ton slam, meuf, arrête. Mais je me suis vraiment dit ça parce que, en fait, vous aviez justement une touche artistique que moi, je n'avais pas. Que toi, tu pensais ne pas avoir, mais tu as ta touche artistique. Bien sûr, oui, mais j'ai ma touche artistique, c'est ce que tu as dit. Mais je trouve que c'est pas comme la vôtre. Ouais, mais et du coup, aucun de nous n'avait la même, tu vois. Moi, je trouve que la différence, peut-être, c'est que quand tout le monde est passé, tout le monde a écrit des textes géniaux. Ça, on est d'accord. Par contre, pour être très honnête, mais c'est comme pour tout. Comme pour la musique, comme pour les films, comme pour les séries, tout. Il y a des trucs qui m'ont touché plus que d'autres. Bien sûr. Genre, le texte de Solène, de Lovely, il était incroyable parce que moi, il me touche profondément parce que je pense que, je sais pas, j'ai une sensibilité et que la personne compte beaucoup pour moi. Il y a un truc qui me touche beaucoup, beaucoup. Là où, je sais pas, un autre texte m'aura moins touché juste parce que j'ai pas le même vécu, parce que c'est pas les mêmes mots que j'aurais employés, parce que... Et pourtant, leurs textes sont incroyables aussi. Et je pense que c'est ça qui fait la pluralité de tout le monde et de l'art en général. Il y a des musiques, moi, ou des voix qui vont me transpercer le cœur, et il y en a d'autres qui vont juste... c'est sympa, mais ça me fait rien, quoi. Comme des films où des gens vont trouver c'est des chefs-d'œuvre et moi j'attends, j'ai pas compris, j'ai pas aimé. Et d'autres où les gens vont être en mode, c'est un navet, et je suis en mode, ouais, mais l'histoire, les trucs et tout. Et là ça va me toucher, tu vois. Donc en fait, pour moi c'est hyper, comment dire, je trouve que la sensibilité artistique en tout cas, faut garder sa sensibilité artistique et justement dans ce truc de, faut pas trop se comparer aux autres, tu vois, genre moi je sais que là pendant l'épisode de Slam qu'on a fait, enfin tout le truc, parce que pour le petit contexte, on s'est rencontrés grâce au projet Moteur et on est allés à Cannes ensemble et on s'est rencontrés là et coup de foudre amical, enfin moi coup de foudre amical, je t'adore Sophia. Oh là là, ça y est, on va partir. Alors notre histoire d'amour. Non mais en fait c'est ça aussi qui est fabuleux, c'est genre toutes les rencontres qu'on a fait là et aussi justement de rencontrer d'autres personnes dans mes âges avec entre guillemets les mêmes rêves et les mêmes passions que moi et ça je te l'avais déjà dit en off et tout, mais avec toi en tout cas je ne me compare pas, je suis trop heureuse de tous tes projets. Quand je t'ai parlé de ce podcast, tu m'as dit « Attends quoi ? Mais attends, je vais faire un podcast mais moi aussi, je fais un podcast !» Putain, mais et là, je me suis pas sentie en mode... moi, j'ai beaucoup de mal à parler de mes projets quand ils sont pas encore sortis, etc. Parce qu'il y a beaucoup trop de fois dans le passé où on m'a volé mes projets, où on m'a retiré la crédibilité que j'avais sur quelque chose, où on m'a tout simplement niqué en gros, j'avais tout fait et on me dit que j'ai rien fait, tu vois. Oui. Et ça, c'est, je pense, le pire truc quand tu fais de l'art tout court. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à parler de mes projets. Et je sais qu'avec toi, ou avec peut-être d'autres gens pareil du projet Moteur, etc., je pense par exemple à Asma, c'est hyper facile de parler de ce genre de projet parce que je sais qu'en face, en fait, il y a un respect de moi j'ai plein d'idées, moi j'ai plein d'idées aussi, et on va pas se voler des idées juste parce que, en fait, voilà, c'est juste j'ai ma sensibilité, moi j'ai mon art, il est comme ça, et même si on fait par exemple toutes les deux de la vidéo, on la fait pas pareil, et heureusement qu'on la fait pas pareil, et heureusement qu'on peut s'apporter mutuellement en fait. C'est ça que je trouve trop bien. Et je sais plus pourquoi je suis partie sur ça, parce que je suis partie hyper loin. En fait, j'ai réussi à garder mon point là où je voulais venir après. Donc j'ai gardé mes 2 points, mais par contre, effectivement, on a fait un arbre. Là, je suis partie en arborescence. Non, en gros, tout ça pour dire que l'art, des fois, je trouve ça hyper compliqué de trouver des gens comme nous. Moi, je trouve ça trop bien de pouvoir parler de mes projets créatifs avec toi, parce que tu peux avoir un avis constructif sans que je me dise Sophia va voler mes projets et elle va faire la même chose que moi. Et tu vois, quand tu m'as dit que tu faisais un podcast, j'étais pas en mode oh, elle copie ou tu vois. Là où peut-être que d'autres gens, j'aurais été plus
Ouais, Comme par hasard. étrange. Bien sûr. Et là, pas du tout. Et du coup, je sais plus pourquoi je parle de ça, mais reprends du coup sur tes points. Bien sûr. Mais tu vois, si on ressent ça, c'est parce qu'on est aligné et qu'on a la même énergie et surtout qu'on crée pour les mêmes raisons, Oui, entre c'est guillemets, ça. tu vois. Et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. C'est entourez-vous de personnes avec qui vous êtes alignés. Parce que dans les milieux créatifs, vraiment, on se perd très facilement. Il y a des gens que j'appelle les leaders charismatiques, tu sais, je t'en avais déjà un peu parlé. Les leaders charismatiques, qui sont des personnes qui vont avoir une très grande aura parce qu'elles vont beaucoup s'exprimer, elles s'expriment bien, elles ont de l'expérience parfois, et puis en vrai, elles ont des capacités quand même. Mais du coup, ce qu'elles vont aimer dans la création, c'est plutôt la notoriété, la gloire et l'admiration que ça peut susciter chez les gens. Qui ne vont faites pouvoir, pas de l'art juste pour la fame. Exactement. Sinon, genre, déjà, Tout à fait. si tu es là et tu te dis je fais de la création pour la fame, ne fais pas de création. Pas Enfin, pour la désolé, fame c'est horrible, et mais pas pour l'argent non plus. voilà, Ouais. ni pour l'argent ni pour la parce fame. que Par contre, vous allez l'argent, perdre votre argent. Ça, c'est Je sûr. veux dire, l'argent, faut pas croire. Hein. Je trouve que les métiers créatifs, c'est genre vraiment le pire de genre tu n'es jamais sûr de gagner ta vie. Par contre, qu'est-ce que ça coûte cher? Genre tout, mais que ce soit Bien la sûr. vidéo, genre le dessin, la peinture, tout. Bref. Oui, c'est de l'investissement. Mais C'est du ça. coup, non, faut pas le faire pour la fame parce que, en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire. Et ce que je trouve dommage, après, chacun fait ce qu'il veut, mais ce que je trouve dommage, c'est que les métiers artistiques, ce qui fait la beauté de ces métiers, c'est la sensibilité qu'on va mettre dedans. Parce que chaque art est différent. Toi, les vidéos que tu fais, elles ont une DA, une patte artistique que moi, je ne pourrais jamais avoir. Si, quand bien même, j'essaierais de copier ton style, on va sentir que c'est pas Lilou qui l'a fait, tu vois. Même si j'utilise les mêmes polices, les mêmes trucs et les machins, c'est pas pareil. Parce que toi, tu as une vision qui dépend de ta personnalité, de ton vécu, de ta DA, etc., qui est propre à toi-même. Et ce qui est beau dans l'art, et c'est aussi pour ça que je fais des courts-métrages plutôt psychologiques, c'est que justement, il y a un côté aussi cathartique où quand on fait de l'art, on met une partie de nous-mêmes et ça peut parfois nous aider aussi à guérir certaines choses ou à projeter certaines choses qu'on a vécues pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un peu thérapeutique dit comme ça. Je dis pas que Moi, je trouve que l'art, c'est hyper façon, thérapeutique, c'est premier ça. degré. Hein. Je dis pas que c'est la seule façon de faire de l'art. Il y a des gens qui vont faire de l'art juste parce que c'est beau, parce que c'est esthétique. Ça, c'est ok. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que tu te concentres sur quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus profond que la notoriété. Pour moi, la gloire, la notoriété, le festival de Cannes, tout ça, c'est très sympa, mais pour moi, ça ne doit pas être un but, ça doit être une conséquence. Ton but, il faut vraiment qu'il soit fixe et stable et qu'il soit vraiment ancré en toi, que ce soit un but émotionnel, psychologique, ou que ce soit un but beaucoup plus concret, technique, etc. Il faut vraiment que tu aies une ambition qui soit propre à toi, personnelle. L'ambition, qu'importe quelle est sa nature, mais parce que si toi, ton but, c'est la gloire, en fait, tu vas te perdre très facilement parce que du coup, tu vas rencontrer des personnes, des beaux parleurs, les leaders charismatiques qui vont te dire « Hey, viens avec moi, tu... » Oh Ok, je crois qu'on le voit pas à la caméra. Non, on le voit pas. Attends, on l'entendra pas. Je crois qu'on le voit là. On a un petit non, brumisateur dans, Ah si, dans il est le là, salon. attends, putain, c'est vrai que je suis à l'envers. Attends, il est où? On a un petit brumisateur et de sent bon temps la en vanille. temps, alors ça sent très bon, mais de temps en temps, comme on l'oublie, ça chine d'un coup. Peut-être qu'on n'entend pas, je sais pas, mais moi en tout cas on l'a bien entendu. Donc non, si toi t'es à la recherche de la gloire, en fait tu vas avoir les leaders charismatiques qui vont débouler, qui vont dire hey, si tu veux je peux te rendre célèbre. Et du coup ils vont se mettre en avant eux, mais du coup toi généralement au contraire ils vont essayer d'absorber tout ce qu'ils peuvent prendre de toi. Et puis du coup c'est pour les mauvaises intentions aussi. Voilà. Et en plus, si tu fais la course à la gloire, tu vas souvent être très déçu parce que dans les métiers artistiques, je dis pas que tu ne peux pas réussir si tu vises la gloire, je dis simplement que ça va te faire prendre des mauvais chemins et pas des chemins qui vont te faire évoluer. Et or si tu veux réussir dans l'art, il faut que tu prennes des chemins qui te font évoluer. Et qui te tiennent à cœur pour ne pas te perdre toi, sinon tu perds ta sensibilité. Exactement. Puis c'est beau de réussir en étant soi-même. Tu vois, plutôt que de réussir en étant quelqu'un qu'on n'est plus. Quand tu vois les stars qui se sont fait manger par la popularité du jour au lendemain, ça fait de la peine. Hein. Ça fait peur aussi, ouais. Oui, en fait, quand tu atteins ton niveau de gloire, en fait, ça rejoint la normalité que je disais tout à l'heure, c'est que si toi, tu vois la gloire comme étant l'objectif final, tu vas être très déçu parce qu'au moment où tu vas l'obtenir, et déjà, il y a peu de chances que tu l'obtiennes. Ah, c'est fou que ça. C'est ça, déjà, il y a peu de chances que tu l'obtiennes si c'est vraiment ce que tu veux parce que, c'est comme tu l'as dit, ça va pas te faire tenir dans le temps. Tu vois. En fait, c'est comme le sport. Si toi, tu te remets au sport en te disant, ouais, je veux un corps comme ça, machin, être hyper fit, en fait, ça va pas suffire. Il faut comprendre l'émotion derrière. C'est un peu la différence entre le marketing et le branding, tu vois. Il faut comprendre l'émotion. Si moi je veux faire du sport et me remettre au sport, c'est pas parce que je veux être comme ça, comme les meufs que je vois à la plage, tu vois. Si je veux être comme ça, c'est parce que je complexe dans mon corps, parce que je me sens mal, j'ai envie de pouvoir me regarder dans le miroir et me dire je suis belle. Et pas je suis mieux que. C'est ça. Voilà.
c'est ça en fait l'émotion, et c'est ça qui fait qu'on tient un objectif sur le long terme, c'est l'émotion. Tu vois, que ça soit technique ou pas, c'est l'émotion. C'est pourquoi tu veux en arriver là. Et moi, c'est une question que je pose souvent aux artistes qui commencent un petit peu à se perdre, c'est pourquoi tu t'es lancé. Faut se poser cette question-là. Qu'est-ce qui fait que pour la première fois de ta vie, t'as allumé une caméra? Qu'est-ce qui fait que pour la première fois de ta vie, t'as pris une feuille et t'as commencé à griffonner dessus? Parce que ça, c'est forcément partie d'une émotion. Tu t'es pas dit, oh bah tiens, je veux gagner de l'argent, je vais faire ça. Parce qu'honnêtement, les milieux artistiques ne sont pas très réputés pour être bien payés au début. C'est ça. Donc il y a forcément une autre raison qui est beaucoup plus personnelle. Pose-toi la question et suis ça comme un fil rouge et ne le perds pas. Mais tu sais que moi, ça m'est arrivé. De te perdre là-dedans? Ah ouais. Par exemple, à l'époque, du coup, je me suis un peu perdue genre, dans le crochet parce que, comment dire, je commençais du coup à créer pour les gens plus que pour moi parce que je me disais, en fait, comme ça marche, il faut que je prenne un peu le train. Enfin, en fait, il y a eu un truc. En gros, j'ai ouvert un compte Instagram en je sais plus quelle année pour faire de la musique. Un jour, il y a une youtubeuse que je suivais, que j'aimais beaucoup, qui fait moins de vidéos, voire plus trop maintenant, mais que j'adorais. Et j'adore la vibe qu'elle avait trop positive, qui s'appelait Donizy. Elle avait sorti une musique que je trouvais grave good vibes, et je l'avais repris au piano en story. Truc de fou, elle me reposte en chantant avec moi. Et là, j'étais en mode... Oh non mais arrête, c'est incroyable. Et j'avais genre à l'époque, genre 200 abonnés sur Instagram. Ouais. Je suis passée de 200 à genre 700 abonnés. En genre l'espace de je sais pas combien de temps, mais de genre une semaine même pas. Genre déjà toutes les heures je réactualisais mon truc, je gagnais genre 100 abonnés. Enfin c'est un truc de fou. What? Donc en 2 jours j'avais atteint 700 abonnés alors que j'en avais genre 200 à l'époque. Et en fait sauf qu'à ce moment-là j'étais vraiment dans ce truc de je poste des covers pour mon plaisir, et heureusement, mais je travaillais pas du tout dans le social media ni rien, j'avais pas encore fait d'alternance, de trucs et tout, je débutais même pas mes études parce que j'étais chez mes parents, donc j'étais vraiment genre au lycée, enfin c'était vraiment, j'avais ouvert ce petit compte mais je postais des covers de temps en temps, enfin voilà. Et je me souviens que à ce moment-là, j'ai pas pris le train en marche elle m'a donné cette notoriété, autant le pousser. Surfer dessus, ouais. J'avais posté juste un cover après, qui avait du coup hyper bien marché, mais après en fait j'étais pas du tout régulière. Du coup, comme je disais, j'étais au lycée, je connaissais pas du tout les réseaux sociaux, enfin j'avais pas du tout ce truc que j'ai maintenant de le social media, la stratégie social media, le branding et tout, donc j'étais vraiment en mode ah bah non j'ai posté ça et j'aimais bien et puis c'est tout quoi. Et du coup j'ai dû faire 2-3 covers après qui avaient bien marché, mais en fait du coup après ça s'est estompé et les gens se sont désabonnés, mais totalement normal. Et en fait je me souviens de m'être dit mais putain c'est trop con de pas avoir sauté dans ce train là, tu vois. Et j'ai eu un peu l'impression d'avoir loupé une sorte d'opportunité. Ce qui fait que quand j'ai commencé à faire beaucoup de crochets, pareil pour une autre période de ma vie où ça se passait moyennement, j'ai commencé à faire beaucoup de crochets, j'ai commencé à poster ça sur TikTok. Heureusement pas du tout pour la fame de base, c'était les prémices de TikTok, donc oh bah on va tester le nouveau réseau social. C'est ça, ouais, on partage. Et truc de fou, j'ai une vidéo qui fait 1,6 million de vues et je suis en mode pardon. Mon dieu. Pardon. 1,6 million. Ouais. Ça se trouve je l'ai vu passer il y a quelques années et j'avais pas fait gaffe. J'étais en train de faire tout simplement du crochet sur un chargeur de téléphone. Et du coup, vraiment, c'est tellement aléatoire les algorithmes. C'est trop aléatoire. Hein. C'est trop aléatoire. Et c'était vraiment sur la chanson I Don't Care, I Love It. Et sauf qu'au début, c'est I crashed my car into the bridge, I watch, I let it burn. Et sauf que du coup, il y avait les commentaires trop gentils de waouh, c'est incroyable, c'est trop beau, machin et tout. Et les commentaires de ouais, en fait, si ton câble il crame, etc. Et je dis, alors, mon câble il va pas cramé. Mais je sais qu'il y avait une partie de commentaires énormes de positifs. Et l'autre, c'était vraiment ouais, si ton câble il marche plus, ouais, ça va cramer, ouais, machin. Et en vrai, c'est un peu à cause de ces haters que du coup, la vidéo a monté et a fait 1,6 million de vues. Oui. C'est là où j'ai percé. J'ai eu 10 millions, n'importe quoi. 10 000 followers. Du coup, j'ai passé la barre des 10 000 à ce moment-là. J'étais en mode choquée. Okay. J'avais des commentaires en russe, en je sais pas quelle langue et tout, mais j'étais choquée. Wow. Et du coup, là, je me suis dit, mais en fait, après, ça n'allait pas non plus dans ma vie professionnelle, donc j'étais en mode il faut que je faisais que du crochet et c'était vraiment mon seul moyen d'expression. Je faisais toujours de la musique mais beaucoup moins et j'étais à fond sur le crochet, de occuper mes mains pour que mon esprit arrête de réfléchir. Je comptais mes mailles et je faisais mon truc. Du coup ça a été quand même très thérapeutique pour moi. Bien sûr. Et à ce moment-là je me suis rendu compte que je me suis
perdue au bout d'un moment parce qu'en fait, au début c'était bien et à un moment j'étais en mode, tous les soirs j'étais en mode j'ai pas fait la vidéo que je dois poster pour demain ou là j'ai pas assez d'avance sur le truc parce qu'en plus là j'avais commencé à travailler en social media donc j'avais beaucoup plus cette notion de stratégie social media, comment entre guillemets garder des followers sur sa page, comment et du coup ça m'intéressait beaucoup plus donc j'avais beaucoup plus ce genre de contenu et voilà. Et là, du coup, il y a eu un moment où je pense que je me suis perdue parce que du coup, je postais tous les jours. J'étais en train de me dire, il faut faire toujours des nouveaux concepts innovants. Forcément, il y avait un peu la période Covid et tout, donc le crochet a grave popé à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que comme tout le monde était chez soi, il y a eu un peu ce truc de il y a une vague artistique, retrouver, voilà, vague artistique et Animal Crossing. Je suis sautée dans les deux. Non mais et du coup, je sais que c'était grave en vogue le crochet. Et je faisais partie des premiers, en tout cas en France, à faire beaucoup de crochet. Et du coup, j'ai continué, mais je me comparais beaucoup aux gens qui faisaient aussi du crochet sur la plateforme en même temps que moi à cette époque-là. Et je pense que aussi des fois, je remettais pas en perspective ma situation. Tu vois, peut-être que toi aussi, des fois, dans ce truc de il y a des gens qui sont faits pour le... Je pense que tu voyais pas la situation des autres gens qui avaient pas en famille d'accueil, qui n'avaient pas tous ces problèmes-là. Et moi, je me rendais pas compte que, en fait, j'avais 20 ans. Je travaillais de 8 à 18, j'avais des cours et qu'en fait tout le contenu que je faisais, je postais une fois par jour. En fait, je faisais ça mais sur mon temps libre. Donc je dormais hyper tard, je me réveillais hyper tôt. Et alors que d'autres gens, même s'ils faisaient des contenus très très bien, mais j'arrivais pas à remettre en perspective que, en fait, ils ont 50 plus que moi, ils sont en freelance, donc en fait ils font ce qu'ils veulent et qu'ils ont bien plus de temps. Sûr. Et ça, j'arrivais pas à le concevoir, mais du coup, comme toi, je me comparais et je me disais, en fait, je fais pas assez, je fais pas assez, je fais pas assez, je fais pas assez. Mais oui. Et c'est là où je me suis perdue. Et depuis, du coup, j'ai eu une rebaisse de... J'ai un peu arrêté le crochet, parce qu'il y a eu un moment où c'était un peu genre overdose de... J'ai repris ce truc de... J'ai envie qu'on me connaisse pas que pour du crochet, en fait. Et ça me dérangeait de me dire, on me connaît maintenant que pour du crochet, alors qu'en fait, de base, déjà, j'ai commencé avec la musique, et que j'ai toujours voulu faire de la musique depuis que je suis minuscule. Et là, de me dire, en fait, quand je postais un cover, ça marchait genre 4 fois moins qu'un truc en crochet. J'étais en mode déçue de... Je remettais ma valeur parce que c'est en parce cause. que les gens, ils attendent. C'est ça, à cause des vues des trucs. Et j'ai fait une petite cure, un moment. Genre vraiment, j'ai un peu arrêté de poster, de quoi que ce soit. Et là, du coup, depuis pas longtemps. Et en vrai, je pense que ce qui m'a aidée, c'est le Viewer Voice que j'ai fait en live sur Twitch chez Catsub. Tu sais, j'avais fait un concours de un peu à la The Voice. Vu, ouais. C'était incroyable. Ça, je pense que déjà, ça m'a reconnecté avec la musique, de me dire je suis capable de chanter. Et en vrai, le Festival de Cannes, ça m'a aussi aidé à me dire en fait, je peux faire de la vidéo. Et je pense qu'à partir de là, je me suis dit, en fait, il y a plein de gens autour de moi qui me disent à chaque fois ouais, non, mais si tu veux percer sur les réseaux, faut avoir qu'une seule niche, etc. J'en ai marre de ces gens-là. Bien sûr. Oui, j'en ai marre. C'est ce que j'allais dire, mais la pression, elle est encore plus forte chez les gens qui sont multicasquettes dans le milieu créatif. Et j'étais en mode, mais moi, je ne veux pas ça. J'ai ce truc de faire plein de trucs. Au pire, ça marchera moins, mais je veux que les gens me connaissent ou arrivent sur mon compte ou me découvrent parce que je fais du crochet, parce que je fais de la vidéo, parce que je fais de la musique. Parce que c'est des aventures de vie. C'est ça. Exactement, parce que j'adore parler, donc je fais un podcast. Et en fait, j'ai envie d'avoir que des projets qui me tiennent à cœur sans me dire ah ouais, mais là, tu vois, peut-être qu'à une époque, je me serais dit j'ai envie de faire un podcast, mais en fait, ça n'aura aucun rapport avec le crochet. Les gens, donc en fait, je vais pas le faire. Ou alors, j'aurais dû me dire il faudrait que je trouve un concept où du coup, on est en train de crocheter, mais du coup, il faut que j'invite que des gens qui sachent faire du. Ça aurait été chiant, parce que ça aurait pas été moi et parce que le concept aurait été trouvé, pas parce que j'aurais eu envie de faire ça, mais parce que comme je suis attachée à une niche spécifique, voilà. Sûr. Mais tu sais que moi j'ai perdu, là quand j'ai fait le post de Slam là, moi j'étais trop fière de partager ça. Ouais, trop bien en plus ton post. Et j'ai genre perdu 10 abonnés. Mais parce qu'en fait les gens, j'ai compris du coup ça ce jour-là, c'est que les gens ils s'abonnent à toi parce qu'en fait ils t'ont découvert sur un truc en particulier et en fait à partir de là ils t'enferment un peu dans une case et ils attendent aussi un peu des opportunités. Tu vois, dans le cadre, moi je fais de la réalisation. Et c'est dans ce cadre-là que beaucoup de gens se sont abonnés à moi, parce que je réalise des courts-métrages, donc il y a beaucoup de comédiens qui ont commencé à me suivre en m'envoyant des messages, coucou, je suis là si t'as besoin, machin et tout. Si tu penses à moi pour un projet. Voilà. Sauf que quand tu vois que du coup la personne qui est censée réaliser fait de la Porsche Cayman, fait du slam, toi t'es là en mode... C'est hyper drôle. Non mais la meuf elle fait en fait de la Porsche Cayman quoi. Enfin bref, tu vois, du coup toi en tant que personne qui du coup t'abonnait à une réalisatrice, en fait, la réalisatrice, elle fait pas que ça, parce que du coup, toi, ça t'intéresse plus en fait. Parce que le fait que je fasse du slam, même si c'est cool, il y a des gens qui s'en foutent totalement, et eux, ils s'étaient abonnés par intérêt. Parce que, et c'est ça aussi un peu le problème des réseaux sociaux, je trouve, c'est que on va s'abonner aux gens
par intérêt et pas pour qui ils sont vraiment, tu vois. Moi, je vais m'abonner à un compte parce qu'il me divertit, parce qu'il me fait du bien, parce qu'il est pratique, parce qu'il me donne des recettes sympas que j'ai envie de refaire chez moi, parce que ça me détend, parce que je trouve ça intéressant. Mais tu vois, il y a toujours cet aspect d'intérêt et pour de une valeur niche précise. c'est ça, et de valeur ajoutée. Sauf que du coup, sur les réseaux sociaux, on ne s'attache pas en fait directement à la personne, on s'attache à ce qu'elle nous apporte, tu vois. Et après, quand tu es vraiment fan et que tu regardes beaucoup de contenu, là tu apprends à connaître la personne et tu t'attaches à elle, ce qui fait que tu restes avec elle même si elle fait des contenus qui sont différents, parce que finalement tu te rends compte que c'est un être humain, voilà, et que lui aussi il peut avoir des aspects différents. Mais dans un premier temps, c'est beaucoup de la consommation, ça m'apporte donc j'achète, tu vois. Mais si un jour ça m'apporte plus, j'achète plus en fait. Pourquoi ? Et moi je trouve que c'est ça le rapport aux réseaux sociaux qui est hyper complexe, de bien se séparer de si justement les gens se désabonnent, c'est pas de moi, c'est pas genre ma personne, c'est le contenu. Et ça, je sais que très dur. Hyper complexe parce que à une époque du coup pareil, je faisais tellement de crochet, j'avais un compte de crochet carrément que j'ai suspendu là parce que en gros j'avais ce truc en fait j'avais l'impression de me perdre, de plus savoir quoi poster, dans quel sens et tout. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai enlevé, parce que je me suis dit, autant tout mettre au même endroit. Et parce qu'en fait, je me suis vraiment dit, ma direction artistique, maintenant, c'est moi et tout ce que j'aime faire. Exactement. Et si tu m'aimes pas moi et tout ce que j'aime faire, et que t'aimes qu'un seul truc et que ça t'intéresse pas, je préfère que tu ne t'abonnes pas et je préfère que tu ne sois pas déçu. Parce que j'ai eu des commentaires, des fois, de gens, ou même des sortes de DM, je sais que ça part pas d'une mauvaise intention. Mais il y a pas longtemps, j'ai refait un top en crochet, parce que du coup maintenant j'en fais beaucoup plus ponctuellement du crochet, j'en fais plus autant qu'avant. Même si là du coup ça me redonne envie d'en refaire, parce que moi j'ai une envie personnelle de refaire du crochet et de refaire des petites séries de trucs et tout. Donc si vous écoutez ce podcast et que vous m'avez connu avec du crochet, peut-être des petits trucs qui arrivent. Ou en tout cas pas forcément que du crochet, mais des trucs plus créatifs que je fais avec mes mains et tout. Genre de la poterie, de la couture, etc. Je sais plus pourquoi je dis ça. Si, il y a quand même une ou deux personnes qui m'ont soit commenté, soit envoyé des messages en DM là, de c'est cool, tu refais enfin du crochet. Et en fait, merci, je suis contente que ça te plaise. Mais d'un autre côté, je suis en mode, oui, par contre, il y a un peu ce truc de, je suis désolée, mais par contre, il y aura plus autant de crochets qu'avant. Oui, j'ai pas fait de vidéo explicative de mon parcours parce que je juge que je ne suis pas assez célèbre pour devoir me justifier, même si personne n'a à se justifier sur les réseaux sociaux ni rien, peu importe la notoriété que tu as, personne n'a à se justifier sur ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. Mais j'étais en mode, oui, j'ai pas fait une vidéo face cam pour dire, oui, alors en ce moment, dans ma vie, je ne fais plus beaucoup de crochets. Oui, parce que tu dois rien aux gens, oui, c'est ça, mais les gens, je ils dois pensent rien que à tu leur personne. dois. Mais voilà. Et à l'inverse, parce que là on parle souvent des trucs négatifs, à l'inverse il y a quand même des gens qui soutiennent de fou et que quand je poste un truc justement qui était pas sur du crochet, commentaient du ah putain mais tu sais tout faire, oh j'adore ta vidéo, oh machin et tout. Et là oui ça fait plaisir de dire ah bah là c'est peut-être des gens, et on a peut-être une poignée mais c'est déjà amplement suffisant, qui sont là et qui aiment mon contenu entier et moi et pas juste le crochet. Bien sûr. Mais tu vois, il y a un truc qui est vachement dur parce que du coup, là, tu sais, on disait que parfois, tu as des gens qui arrêtent de te soutenir parce que tu leur apportes rien. Mais du coup, je trouve que ce qui est aussi très dur à accepter, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te soutenir, mais parce que tu leur apportes quelque chose. Oui. En gros, là, sur TikTok, j'ai fait une vidéo qui parlait de casting. Et la vidéo, alors elle a pas buzzé, elle a pas du tout fait 1,6 million de vues, hein, mais c'est la seule qui a fait 1,6 million de vues en fait, de tout mon TikTok. Je suis passée de 1000 à 6000 vues, enfin presque 7000 sur cette vidéo-là. Et en fait, je crois qu'on doit être à plus de 100 commentaires, je sais plus quoi. Et en fait, c'était que des gens qui commentaient, qui posaient des questions, qui étaient hyper curieux, qui participaient, etc. Et moi, ça m'a rendue vraiment trop heureuse de pouvoir échanger avec les gens comme ça, parce que c'est ce que je veux faire, c'est créer une communauté où on peut discuter, on peut parler, on peut échanger, et tout est cool, tu vois. Sauf que du coup, en fait, quand j'ai posté mes autres vidéos après, et qu'on est repassé à 900 vues, en fait, j'ai compris que si la vidéo, elle avait marché, c'est parce que justement, les gens trouvaient un intérêt dans cette vidéo. Et la plupart des questions, c'était « Oh ben, caste-moi dans la rue, oh ben, ce serait bien qu'on se rencontre, un de ces quatre, machin. Tu peux aller sur mon profil et me dire ce que t'en penses. » Et du coup, je me suis rendu compte que si ça avait marché, c'est pas parce que les gens m'aimaient, et ça c'est dur aussi sur les réseaux, c'est pas parce que les gens m'aimaient ou aimaient mon contenu, c'est parce qu'en fait, ils trouvaient un intérêt dedans. Et ça, tu vois, ça fait mal, parce que moi, quand je créais, mon but, c'est pas de... Enfin, j'ai pas cette pensée d'entrepreneur, et en vrai, peut-être que j'aurais dû l'avoir, je sais pas ce qui est bien ou pas bien, mais j'ai pas cette pensée d'entrepreneur de me dire, je vais faire du contenu où les gens vont trouver un intérêt exprès pour que ça marche.
moi j'ai pas envie que ça marche comme ça, tu vois. Je préfère avoir 5000 abonnés mais qu'on est ensemble et qu'on communique. Et fidèles et... C'est ça, qu'ils comprennent qu'en fait moi je veux parler de santé mentale. Je veux pas parler de signer des contrats et d'être sur des tournages en me complimentant et en me sauçant en permanence, tu vois, ça marche pas moi de mon côté. Du coup ça fait mal. Ouais, je pense qu'il faut que tu fasses vraiment les trucs pour toi. Genre par exemple, il y a un moment j'avais fait une série de vidéos où j'avais fait le winter crochet et le summer crochet, où j'avais fait des séries de tutos de trucs pour l'hiver et de trucs pour l'été. Parce que en fait j'étais partie du constat que j'avais beaucoup trop de laine, j'en ai toujours beaucoup trop, j'ai un meuble comme ça et des sacs pull, si tu veux pour Noël, ça me va. Non mais ouais, tu sais que je suis en train de faire un pull mais j'essaie de tricoter, je vais tellement plus lentement que le crochet, c'est atroce. Mais du coup j'étais partie de j'ai trop de laine, j'ai envie de faire des projets, autant le documenter en vidéo. Et là je savais que forcément, je sentais que ça allait forcément un peu marcher parce que c'est des tutos. Les tutos, les gens y trouvent forcément d'intérêt parce que tu leur apprends quelque chose. Donc je savais déjà que je partais de ce truc-là, mais je le faisais aussi pour moi de me dire, en fait je suis contente d'apprendre à faire du crochet à des gens qui pensent que c'est pas accessible, genre... Typiquement, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube est très déstructurée actuellement. Je suis en train de remettre un petit peu d'ordre et j'ai des petits concepts de vidéos qui arrivent bientôt. Mais comment nettoyer son chez-soi, comment faire une grenouille en crochet. Non, là c'est juste que en gros, les premières vidéos que je mettais, c'était du coup des tutos de crochet. Et il y en a un qui a hyper bien marché et qui actuellement, visiblement, marche toujours parce que des fois j'ai encore des messages de gens. J'ai fait un tuto pour faire un cardigan en patchwork, en crochet. Oh, waouh. Et en fait, je pense que c'est un peu aussi ce truc que j'aime bien de rendre accessible quelque chose que quelqu'un pense que c'est pas accessible. Genre, typiquement un cardigan, à chaque fois, tout le monde... Enfin, parce que j'en ai plein, du coup, j'en ai fait plein. À un moment, c'était vraiment ma passion. C'est tu fais juste des carrés et tu les assembles et ça te fait un gilet. Et en fait, il y a plein de gens qui étaient en mode putain, mais ça doit être hyper compliqué, etc. Et en fait, au bout d'un moment, tout le monde me disait ça. Je me disais, mais franchement, premier degré, c'est hyper simple. Enfin, si tu aimes faire du crochet, c'est juste des carrés. Vraiment, c'est juste des carrés. Des carrés que t'as aussi. Et en fait, beaucoup de gens autour de moi me disaient ah, ça a l'air dur et tout et tout. Et du coup, je me dis, bah attends, vas-y, il faut que je fasse ce tuto de crochet parce qu'en fait, je trouvais un intérêt. Et en plus, je trouvais ce truc de gratifiant de me dire, ah bah en fait, comme j'ai plein de potes autour de moi qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça compliqué, je vais leur montrer que c'est pas compliqué. Et ben là, en fait, j'ai montré à plein d'autres gens qui ne sont pas mes amis mais qui me suivaient que ce n'était pas compliqué. Et il y a plein de gens qui m'ont découvert sur le crochet grâce à ça. Et j'ai eu plein de messages de gens ou de gens qui m'envoyaient en photo leur cardigan qu'ils avaient fait. Et en fait, premier degré, ça me rendait fière de me dire putain, mon tuto il a servi. Cardigan, ça, il a dû faire quelque chose, ça. Quand tu t'as envoyé des petites photos en mode regarde, regarde le tuto, regarde, j'ai fait mon cardigan. Exactement. Oh, c'est tellement mignon. Et à chaque fois, c'était, ou même dans les commentaires de cette vidéo, il y en a plein où c'est meilleur tuto pour faire un cardigan et tout, j'ai adoré et tout. Et même après j'ai rencontré d'autres gens, j'ai une pote là par exemple à la comédie musicale, Audrey, si tu écoutes ce podcast, car je sais que tu écoutes le podcast. À un moment, je sais plus pourquoi j'étais allée chez elle et je la voyais justement faire, elle avait une pile de carrés, j'étais en mode ah toi tu fais un cardigan et tout, elle fait ah ouais et tout, je fais ah bah tu sais quoi, j'ai fait un tuto, elle fait non mais tu sais que en fait, je savais que tu faisais du crochet, mais je m'étais dit, je vais taper juste tuto cardigan pour voir un peu plein de trucs. Et fait, en fait, c'est le tien qui est ressorti. Et franchement, j'en ai regardé plein, c'était le tien le mieux. Et en fait, juste, c'était gratifiant de se dire, même si bon là aussi, c'est peut-être biaisé parce que c'est ma copine, mais il y avait ce truc de, oui. En vrai, ce tuto a trop bien marché. Et me dire que quand les gens ils tapent peut-être cardigan crochet, c'est ma vidéo qui ressort et ça les aide et que j'ai plein de commentaires qui me disent que c'est bien expliqué, ça rajoute à ma confiance en moi aussi de me dire je sais expliquer quelque chose aux gens et je suis pédagogue et ça fait plaisir quand tu partages quelque chose d'être utile aux gens. C'est ça, quand tu partages quelque chose que tu aimes, que c'est utile et que c'est accepté. C'est ça. C'est tellement beau. Oh là là. Du coup voilà, donc c'était ma petite anecdote sur le crochet. Mais attends, tu sais que je me souviens de la question que tu m'as posée il y a 40 minutes. Parfait. De est-ce que, parce que du coup on parlait de la pression à l'origine, tout ce que tu fais est suffisant, c'est le titre de ce podcast. Exactement, on fait une petite touche de rappel, on sait jamais. La question c'était à quel moment j'avais eu ce déclic de me dire que finalement j'avais le droit au bonheur, etc. machin. Voilà. Et que tu t'es rendu compte que tout ce que tu faisais était suffisant. Voilà. Du coup, dans le même sens, c'était un cumul de choses, mais du coup dans le sens inverse, où en fait j'ai trop mangé de cailloux, on va dire ça comme ça. J'étais dans une relation donc avant mon copain actuel qui était très toxique et très malsaine. Alors je le pointe pas du doigt parce que je pense qu'en fait c'est à deux que se construit une relation et pour le coup on avait des torts des deux côtés, mais du coup c'était une relation qui était hyper toxique et en fait il s'est passé des choses vraiment horribles pour moi, mais vraiment horribles. Déjà rien que quand je les raconte ces choses-là, ça me fout la rage, mais en fait je suis en colère d'avoir accepté de subir ça, tu vois. Et en fait le truc c'est que je peux pas vraiment tout lui remettre sur le dos non plus parce que moi je suis restée, alors que je souffrais beaucoup parce que j'étais dépendante affective,
Puis même lui, je pense pas qu'il avait conscience de tout le mal que ça me faisait non plus, parce que moi je suis trauma, j'ai des blessures, donc forcément il y a des choses qui vont me toucher plus qu'une personne qui n'a pas ses traumas et ses blessures. Donc pour lui c'était pas si fou que ça, pour lui c'était pas grave, mais pour moi ça m'a détruite. Et en fait il s'est passé tellement de choses pas justes. Pour moi la justice c'est hyper important. La justice, je crois que c'est la valeur qui pour moi vraiment est l'essentiel avec l'honnêteté. L'honnêteté, la transparence, la justice, c'est vraiment les bases de ma vie. Je crois que la justice, pareil pour moi, genre l'injustice, ça me... Comment dire Voilà. Je n'ai pas les mots, mais ça me dégoûte ça me au fout plus la haut haine. point. Et ça me fait sortir de mes gonds. Et que dès qu'il y a même un petit truc d'injustice où je vais être objectivement dans la situation, là il y a ça qui n'est pas juste et ce n'est pas normal, ça m'énerve. Ah oui. Moi, ça me saoule vraiment. Vraiment, l'honnêteté, la transparence et la justice, c'est mon pilier. On ne peut pas être amis ou même discuter, avoir une bonne relation si tu ne respectes absolument pas, vraiment à 100%, tu respectes pas ces 3 valeurs. Après, je comprends que l'honnêteté, c'est pas forcément une valeur qui est vraiment mise en application naturellement dans la société. Il y a beaucoup de non-dits et beaucoup de mais je vais pas la blesser, ou alors non, bro, tant pis, j'en parle pas, on s'en fout, machin, passe à autre chose. Donc, c'est pas forcément intuitif. Donc, bon, de ce fait, je suis un peu tolérante. Mais la justice, c'est vrai que pour le coup, c'est chaud, quoi. Donc, moi, j'ai vécu beaucoup d'injustice, beaucoup de manque d'honnêteté. De la transparence, c'est encore pire, du coup, de ce fait. Beaucoup de choses qui m'ont vraiment détruite et je pense que il y a une partie de moi qui a été brisée dans cette relation. En fait, j'ai jamais été vraiment solide et je pense que c'est ça qui est un peu triste en vrai et que je regrette. En fait, c'est compliqué de savoir si je regrette ou si je suis contente de ma situation actuelle, dans le sens où j'ai pas de base. Tu vois, les gens, c'est quelque chose que j'entends partout dans la musique, dans les films. Là, je suis allée voir Yoroid avec Orelsan et il le dit à la fin de son film. Il dit, ta famille, c'est des amis que tu n'as pas choisis. Attends, il dit un truc comme ça. Ta famille, c'est des amis que tu n'as pas choisis. C'est pas l'inverse. Genre, ta famille, tu la choisis pas, mais tes amis, ça peut être une famille que tu choisis. Ça, c'est quelque chose qu'ils disent, mais dans le film, Yoroid, il dit vraiment ta famille, c'est des amis que t'as pas choisis et qu'en fait, t'as beau être en conflit avec, au moins, eux, ils seront toujours là pour toi. Ah, ça dépend. C'est ce qu'il dit dans son film. Et en vrai, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Mais du coup, c'est vrai que moi, par exemple, on m'a très souvent dit, parce que moi, j'ai coupé les ponts avec ma mère. Mon papa, il est décédé. Puis même avant, on n'avait pas une relation, voilà. Et quand j'ai dit que j'avais coupé les ponts avec ma mère, mais Lilou, le nombre de personnes, mais vraiment un nombre vraiment énorme, trop, qui m'ont dit non mais quand même Sophia, c'est ta mère, elle sera toujours là pour toi quand même, c'est ta mère. Justement, non. Je dis mais les gens, je suis pas sûre, ça... les gens qui me disent ça, moi je suis pas d'accord. J'ai envie de leur... Alors, je suis pas quelqu'un de violent, d'accord, mais, non, mais j'ai vraiment envie de leur mettre mon poing dans la bouche parce que ça c'est ce que m'a répété ma mère toute mon enfance. C'est je suis ta mère donc j'ai le droit de te faire du mal, je suis ta mère donc c'est à toi d'être là pour moi, je suis ta mère donc non, tout ce que tu ressens, tout ce que tu as comme émotion, on s'en fout parce que je suis ta mère et que c'est moi qui souffre. Donc toi en tant que fille, tu dois me protéger. Moi j'avais envie de lui répondre quand elle me disait non mais je suis ta mère. Moi j'avais envie de lui dire mais je suis ta fille bordel. Je suis ta fille. Tu vois, moi avec mon histoire du fait d'être adoptée, comment te dire que les liens du sang, mais ça n'a tellement aucune valeur à mes yeux. Donc pour moi, pas de base truc, il n'y a pas de retour à la base. C'est ça. Et pour moi, je ne me permets pas de juger non plus, mais en tout cas de ce que tu me racontes, pour moi, ta mère, la personne que tu considérais comme ta mère, n'a pas rempli le rôle de mère. Non, pas du tout. Donc en fait, ça ne marche pas. Moi, mes parents, ce ne sont pas je ne suis pas sortie du ventre de ma mère. Et pourtant, ma mère, c'est ma mère parce qu'elle remplit son rôle de mère comme mon père remplit son rôle de père. Ils ne m'ont pas fait. Et pour moi, c'est ça toute la différence. Il y a des amis très forts de mes parents qui étaient genre des parrains, des marraines et tout. Moi, j'ai coupé les ponts, par exemple, avec ma marraine. Même si du coup, là du coup pour moi il n'y a aucun lien du sang, mais c'est une personne très très proche de ma famille à une époque. Il y a plein de choses qui se sont passées qui font que ça a complètement débordé. J'ai juste coupé les ponts. Et il y a plein de gens des fois qui me disent pareil, alors beaucoup moins que toi parce que là c'est encore différent, c'est ma marraine machin, mais elle faisait partie de ma vie vraiment à part entière à une époque, un moment vraiment, mais tout le temps. Et là le fait de me dire que j'ai coupé les ponts avec elle, il y a eu un moment où moi j'ai eu du mal à le faire aussi en me disant c'est quand même ma marraine. Bien sûr. Et elle comptait presque autant, enfin pas autant que ma mère, hein, bien sûr, mais il y avait quand même un lien très fort. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal. Et c'est comme... moi, du coup, j'ai vraiment aucun problème avec les liens du sang, etc. Donc, j'ai pas le même truc que toi avec ta maman. Mais par exemple, j'avais des meilleures amies quand j'étais plus jeune, que j'ai gardées très longtemps. Et il y en a une aussi, pareil, avec qui j'ai coupé les ponts. Parce qu'il y avait d'autres trucs on était en désaccord. Et qu'en fait, je me suis dit, mais les ruptures amicales,
c'est hyper compliqué, mais il y a des fois où t'es en mode, cette personne ne te correspond plus, il faut couper les ponts. Si cette personne n'est plus, ne t'encadre pas dans un truc positif ou un truc qui te fait pousser vers quelque chose une meilleure version de toi-même, en fait, ne soyons pas amis, en fait, ce n'est pas possible. Sûr. Mais du coup, tu vois, ce qui est compliqué, c'est que ça te donne le mauvais rôle. Oui, moi, quand on me dit, oui, et du coup, ta maman, comment ça se passe, machin et tout, et que je dis, en fait, j'ai coupé les ponts avec elle. Tu sais, d'un coup, ça te met un peu le mauvais rôle. C'est vraiment, la fille rebelle. Déjà, t'as pas à dire, des gens qui en fait, j'ai coupé les ponts. Faut juste que tu dises, j'en sais rien, j'ai coupé les ponts. La plupart des gens en plus qui me posent cette question, c'est justement des parents. Tu vois, c'est des darons et des gens qui ont un certain âge, etc. Donc forcément, quand tu dis, en fait, j'ai coupé les ponts avec ma mère, alors que les personnes que tu as en face de toi ont justement un lien avec la famille qui est assez important, tu as vraiment l'impression d'être un mauvais rôle, quoi. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est pas parce que tu peux avoir une famille soudée. Mais après, moi, je pense que c'est peut-être parce que le fait j'étais adoptée, donc j'ai aucun problème avec les liens du sang. Mais moi, ma famille est hyper soudée, mais genre que ce soit tout le monde. On va dire la chance. Ouais. Ouais, non, mais tu vois, et pourtant, je sais que que ce soit mes parents, ma sœur ou ma famille, j'en sais rien, mais mes parents en tout cas et ma sœur, ma famille très proche, tu leur dirais ça, mes parents ils seraient en mode t'as pas eu raison. Parce que même si on a cette conception de la famille très forte, on sait très bien que s'il y a des trucs qui dépassent les bornes, en fait, c'est non, quoi. Enfin, c'est. Bien sûr. Voilà. Et là, clairement, Enfin, je me parais. Hein. Ah oui, non, mais les gens sont pas dans ma vie. Moi, c'est ça, les gens qui me disent non, mais c'est ta mère quand même. Vivez la vie que j'ai vécue. Enfin, je veux dire, il s'est passé. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais il s'est passé des choses graves, genre très graves. Tu vois, qu'un enfant n'avait pas à vivre. La plupart, enfin, pour synthétiser, parce qu'après, sinon, c'est trop long et vraiment, ça durait trop longtemps. Mais dis-toi que j'avais moins de 10 ans. Donc vraiment, j'avais même pas 10 ans. J'avais moins de 10 ans. À moins de 10 ans, j'avais déjà vécu des violences physiques, verbale, psychologique, sexuelle. Je suis passée partout, j'avais moins de 10 ans. Et ma mère, elle était là. Et c'était normal. C'était normal. Enfin, du moins, c'était pas grave, c'était ok. Et c'était à moi de prendre sur moi, parce que, je cite, c'était ma mère. Tu m'excuses non. Voilà. Donc, t'as certainement pas envie de garder contact avec ce genre de personne. Non, mais surtout que moi, je lui ai laissé tellement de chance, ma mère. Je lui ai laissé tellement de chance, mais au bout d'un moment, il faut qu'on grandisse aussi, tu vois. Moi, c'était toxique comme relation. Et en fait, j'ai grandi avec ma mère du coup En fait, il faut savoir que ma maman, elle est handicapée mentale. Alors, je sais plus c'est quoi le nom de son handicap, mais en fait, il est assez subtil dans le sens où, pour synthétiser, elle a pas conscience du bien et du mal, je vais dire ça comme ça. Sauf que c'est-à-dire que ça se voit pas clairement. On dirait plutôt que c'est une dame très immature, très très immature. Mais sur le coup, tu te dis pas que c'est une maladie mentale. T'as vraiment juste l'impression d'avoir un enfant en face de toi, vraiment. Parce qu'elle est là, elle voit pas le mal. Quand j'avais mon beau-père qui me frappait et qui était pas du tout gentil avec moi, et que je lui disais, elle était là en mode « mais non, il est gentil, machin ». Moi, l'anecdote qui m'a fait, je crois qu'il m'a traumatisée vraiment avec ma mère, et je pense que c'est vraiment ce jour-là où il y a eu un switch dans ma tête. Déjà, moi, on m'a toujours dit pendant mon enfance que ma mère, elle avait un problème, qu'elle était pas comme les autres mamans. Du coup, automatiquement, quand t'es enfant, encore une fois, on revient à la normalité. Voilà, Sophia. Bon, ta maman, elle est pas normale, elle est pas comme les autres mamans, mais c'est ta maman, donc accepte et comprends-la. J'ai tout de suite été mise dans la posture où c'était moi qui devais comprendre ma mère et comprendre pourquoi elle me faisait du mal. À ta mère et pas l'inverse. C'est ça. Du coup, j'étais très empathique vis-à-vis de ma mère et à chaque fois qu'elle me faisait du mal ou des choses qui étaient inadmissibles, j'étais là en mode « ok Sophia, tu souffres, mais bon, c'est ta mère, elle est pas comme les autres mamans, accepte, c'est pas de sa faute. » Tu vois, c'est beaucoup ce truc-là aussi de « c'est pas de sa faute ». Du coup, je peux pas lui en vouloir, tu vois. Je comprends. Et donc là, le truc que je crois où ça a vraiment cassé quelque chose, c'était pour la fête des mères. Nous, à l'école, donc j'étais en CE2. Yep, j'étais en CE2. Donc il faut savoir que j'avais 8 ans et que pendant cette année-là, c'était l'année où il y avait mon beau-père. Et c'est avec ce beau-père-là avec qui j'ai eu le plus de mal, qui était violent verbalement et physiquement avec moi. Alors au début, le physique, c'était pas... on va dire qu'il y avait pire, mais c'était quand même, il me bousculait, il me jetait par terre, il me tirait les cheveux, enfin des trucs comme ça. C'est quand même pas normal. Voilà. À ce moment-là, j'avais des droits de visite au domicile, donc pas la circonscription. La circonscription, c'est l'endroit où se passaient les droits de visite quand ils sont encadrés. Donc là, c'était vraiment au domicile de ma mère, et donc il y avait souvent ce beau-père, et donc on avait des problèmes. Bon, ma mère m'avait dit évidemment, non mais il est gentil, t'inquiète pas, machin, blablabla. Voilà, dans le déni pour se conforter que sa relation allait bien, voilà. Et donc pour la fête des mères, à l'école, on avait fait un pense-bête avec un livre.
Donc nous on avait un bouquin, on pliait les pages et en fait à la fin ça faisait un petit hérisson et on lui collait 2 petits yeux, on lui faisait un petit nœud en papier et ça faisait un petit pense-bête trop mignon. Moi j'ai jamais été manuel, enfin en vrai j'aime beaucoup le manuel mais j'étais pas douée dedans, dans le sens où moi je voulais vraiment tu vois faire des sports de combat, de la course et tout, donc c'était pas trop dans ce domaine. Donc j'avais un peu souffert de ça parce que du coup ça a vraiment pris du temps, j'avais pris 1 semaine à le faire, mais je m'étais soignée et franchement mon hérisson c'était le plus beau de la classe. Je me souviens je sais plus s'il avait été élu, mais en tout cas tout le monde avait dit que c'était le plus beau hérisson, genre il était vraiment beau de fou, tu vois. J'étais trop fière de mon hérisson, vraiment moi qui aime pas les trucs origami machin et tout, j'étais tellement fière de moi. Je l'ai montré à ma famille, bon comme d'habitude, c'est bien, voilà. Et donc arrive le jour du droit de visite, et donc nous on avait 1 heure en voiture pour y aller. Donc là par contre le droit de visite se faisait à la circonscription, donc dans le bâtiment qui était encadré, et on se voit dans le cadre de la fête des mères. Donc vraiment c'est ma mère et moi. Pendant tout le trajet, je garde mon petit hérisson sur les genoux, etc. comme ça pour pas l'abîmer parce que vraiment les pages, c'était fragile, c'est un bouquin quand même. Ouais. Donc du coup, je voulais pas qu'il soit cassé, je voulais vraiment que ma mère le voie comme ça et tout. J'étais trop fière de mon hérisson en fait. Je voulais avoir l'approbation, tu vois, et de me dire waouh, trop beau le hérisson, Sophia, merci. Du coup, je le protégeais vraiment beaucoup. On arrive à la circonscription et là déjà, je vois qu'il y a mon beau-père. Avec ma mère. Du coup, là j'ai un truc dans le cœur. En fait, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai eu un ressentiment de fou. Je me suis dit, ça va mal se passer. Je me suis vraiment dit, va y avoir un problème. Je l'ai senti au fond de moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai 8 ans, pour mettre le contexte. Hein. J'ai 8 ans, ma mère elle est là, on vient de faire 1 heure de voiture. Bon, c'est bon, on met ça de côté, tu vois. J'écoutais pas vraiment mon instinct à ce moment-là. Donc, j'y vais. Mon beau-père, comme d'habitude, toujours froid, il me regarde méchamment, on a l'habitude. On va dans la salle, donc nous, il n'y avait pas d'encadrant avec nous, c'était juste nous mettre dans la salle et puis après, ils nous laissent faire le droit de visite. Et donc là, c'était une salle qui était assez grande. Je tends du coup mon petit hérisson à ma mère et tout, toute fière. Je vais tiens, mais bonne fête des mères, machin et tout. Bon, ma mère, faut savoir que pour elle, les cadeaux, ça a toujours été quelque chose d'acquis, c'est jamais quelque chose d'exceptionnel, donc juste, elle le prend. Et en fait, pour elle, c'est normal que je lui offre un cadeau. Encore une fois, la normalité. La normalité, c'est vraiment le résumé de ma vie. Hein. Ouais. Encore une fois, c'est normal que ma fille m'offre des cadeaux parce que je suis sa mère, voilà. Du coup, bah juste, merci, voilà. Et là, en vrai, ça fait un peu mal au cœur. Hein. Mais j'ai très peur de ce que tu vas dire. Là, t'as mon beau-père, sans contexte. Vraiment, il n'y a pas de contexte. Hein. Vraiment, ça m'a traumatisée, je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Mon beau-père, il prend le livre et il se met à arracher les pages. Genre... devant moi, devant ma mère, il se met... Mais en fait, quand je dis qu'il arrache les pages, je sais pas, il les arrache doucement, c'est vraiment, il massacre mon bouquin. Il massacre mon livre, Lilou. Il n'y avait pas de contexte. Je lui avais rien fait. Et là, il n'y avait pas la personne qui t'avait amené en voiture, justement, de ta famille? Non, il n'était pas là. Ok. Non, c'est un droit de visite. 3, quoi. Ouais, c'est un droit de visite, donc normalement, c'est censé être un moment privilégié entre l'enfant et son parent, sauf que le parent, il a ramené le beau-père. Putain. Du coup, non, là, j'étais vraiment toute seule avec ma mère et mon beau-père, et là, il se met à massacrer mon bouquin... comme ça devant nous. Moi, je suis vraiment restée bouche bée. Enfin, j'étais là en train de me dire qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi. Puis t'as toujours 8 ans J'ai 8 ans, mais oui, en fait, je comprends pas ce qui se passe. Enfin, j'avais rien fait, j'ai rien dit. Tu vois, c'est encore... et même là, ça aurait pas justifié, mais quand même, j'aurais... Oui, t'as même pas provoqué de la colère. J'ai même pas parlé, j'ai rien fait. Du coup, il se met à arracher le bouquin, comme ça. Je reste outrée, je regarde ma mère. Ma mère, elle regarde la scène, elle est comme ça. Tout est normal, genre vraiment, il n'y a pas de problème. Vraiment, elle est même pas choquée ou triste dans ses yeux, genre. Elle lui fait même pas « Arrête, non, c'est mon cadeau, machin ». Non, pas du tout. Elle reste comme ça, genre normal. Du coup, moi, je suis là et je deviens folle. Enfin, je lui dis « Mais maman, c'est ton cadeau, quoi ». À ce moment-là, je l'appelais encore maman, évidemment. Maintenant, c'est plus le cas. Mais je lui disais « Mais c'est ton cadeau, là, qui est en train de se faire déchirer. Récupère-le, tu vois ». Et qu'est-ce qu'elle me dit? Dans un calme, vraiment, un calme, mais monumental. Elle me dit « T'inquiète, c'est pas grave, on recollera les pages ». Allô? Du coup, là, mon cerveau, il a switch à ce moment-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit, ok, en fait, ma mère, elle sera jamais là pour moi. Donc maintenant, c'est à moi d'être là pour moi-même. Donc, j'ai voulu récupérer le livre de mon plein gré. Et alors là, j'ai un mini blackout. Un peu bizarre. J'ai un mini blackout. Tout ce que je me souviens, c'est que mes pieds ont quitté le sol. Et je me suis retrouvée plus loin que ce que j'étais à la base. Donc, théorie, je me suis fait frapper et voilà. Donc, là, à ce moment-là, mon cerveau, il est rentré en mode instinct de survie. Vraiment instinct de survie. Je me suis transformée en animal. Je crois que c'est vraiment ce jour-là où j'ai perdu le contrôle de mon corps. Je me suis mise à courir. Vraiment, j'ai fui. Je suis sortie de la salle. Je suis partie en courant. Et là, au début, personne faisait attention à moi. Et là, au bout d'un moment, toute la circo me courait après. C'était horrible. Mais il faut pas faire des trucs comme ça. Hein. Vraiment, ils me couraient tous après. Et en fait, quand je passais en courant,
il disait ouais elle est partie par là et tout, c'était horrible. Dans un film là. Putain. Ah ouais, mais en vrai non mais on dirait un film, mais franchement c'était atroce. C'est horrible. Du coup moi dans ma tête au bout d'un moment, en fait je voulais juste, je sais même pas qu'est-ce que je voulais faire, je voulais juste partir, je sais même pas ce que je suis en vrai, enfin je savais même pas où est-ce que j'allais, j'en avais aucune idée. Au bout d'un moment je me suis dit écoute Sophia, si t'as pas envie qu'on te retrouve, il faut peut-être que tu reviennes dans la salle là où se sont passées les choses, parce que la fuite elle a duré peut-être 15-20 minutes quand même, c'était long. Donc t'avais un bon cardio quand même pour courir. Ah ouais, je courais très vite. Ah ouais, fun fact, je courais vraiment très vite, j'avais gagné des crosses et tout, j'étais très forte en sprint donc ça joue. Mais je me suis dit tiens, on va retourner dans la salle où il s'est passé les choses, parce que dans l'espoir qu'il soit plus là, parce que c'est pas intuitif que je retourne dans la salle où ça s'est passé, tu vois. Donc du coup je retourne dans la salle, effectivement il y a personne, donc je me cache derrière la porte et là il y a des gens qui rentrent. Je me dis c'est foutu, voilà, c'est cramé, je vais me faire rigoler. Et c'est ce qui s'est passé, parce que du coup c'était derrière la porte et là le monsieur, mais vraiment c'est pareil, mais faites pas ça, hein. Si vous travaillez dans les services sociaux, faites pas ça à un enfant qui est tétanisé. Il arrive, donc moi je suis coincée derrière la porte et vraiment il met sa grande main comme ça et il me fait non n'aie pas peur et tout, ça va aller. Rien que déjà ta main comme ça m'angoisse. Pas, mais vraiment il était comme ça. T'inquiète pas, bouge pas, ça va aller, mais rejeté en mode vraiment, enfin, faut pas faire ça. Du coup, bref, ils m'ont vu et donc là, j'ai vu la voiture de mon tonton arriver. Gros soulagement, je me suis fait ok, tout va bien. Il est là, donc il est venu, il a demandé comment ça s'était passé. Ma mère qui répond dans un calme absolu. Mon beau-père avait disparu, là je sais pas où il était. Et ma mère qui répond à mon tonton, ça va, ça s'est bien passé, mais on a eu juste un petit problème. Un petit problème. Maman, elle avait pas t'as vu la même chose que moi ou... Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Du coup, bon, on embarque dans la voiture, dans le 807, et là, il y a ma référente, donc la dame qui s'occupait, entre guillemets, de mon dossier de placement, qui arrive en voiture au moment où nous, on s'en va. Donc nous, du coup, on s'arrête, elle arrive derrière nous. Et là, alors moi, j'étais assise à l'arrière de la voiture, il y a mon beau-père qui pop, qui vraiment... random, le gars, vraiment. Ouais, il pop, il frappe hyper violemment sur la voiture de ma référente qui était juste derrière nous, donc du coup je me retournais et je le voyais, tu vois. Il frappe sur la voiture, il y a une voiture de flics qui débarque, vraiment ils sont là, ils arrivent, il vient à la hauteur de ma fenêtre, il frappe à ma fenêtre et il me dit mot pour mot, et vraiment cette phrase elle restera gravée dans ma tête, il me dit mot pour mot, toi je vais te retrouver, je vais te tuer. C'est vraiment ce qu'il m'a dit, genre mot pour mot. Et c'est comme ça qu'on va finir ce podcast. Non, je rigole. Mon premier réflexe, ça a été de me tourner vers mon tonton et lui dire t'as entendu ? Ouais. Parce qu'en fait, je sais même pas pourquoi, mais mon premier réflexe, ça a été de me est-ce dire, que je suis pas folle ? Est-ce que les gens autour se rendent compte de la gravité du dites-moi truc ? que je suis pas seule surtout. Dites-moi que je suis pas seule, parce que si je suis la seule à avoir entendu ça, je peux pas porter ça toute seule. Il faut que quelqu'un ait entendu. Mon tonton n'a pas entendu. Putain. Du coup, voilà. Et donc là, il s'est fait arrêter par les flics et il allait en prison. Ok. Pour ça. Parce qu'en fait, moi, j'étais un cas, mais parmi d'autres choses qu'il faisait. Oui. Et du coup, il a fait de la prison. De là, ma mère, même si elle en a pas conscience, a changé son comportement avec moi, parce que pour elle, c'était l'homme de sa vie. Je crois même qu'ils s'étaient mariés. Ouais. Enfin, ils avaient fait un début de truc. Et du coup, elle a remis la faute sur toi de... Du coup, ouais, ma mère n'était pas forcément très contente d'avoir perdu son homme, on va dire ça comme ça. Et c'est pas genre, il y a... Donc du coup, ça c'était quand j'avais 8 ans. Je remets le contexte, j'avais 8 ans. Et genre, quand j'étais... Alors attends, je sais pas quand, mais alors déjà c'était quand j'étais ouais, c'est en 3e, donc je sais plus quel âge j'avais, je crois que je devais avoir 15 ans. On se téléphonait, en fait ma mère elle devait m'appeler la veille de chaque droit de visite, parce qu'en fait elle avait pris l'habitude, fut un temps quand j'étais enfant encore, de ne pas venir au droit de visite. Elle prévenait personne et elle venait pas. Voilà. Oui, t'es ma fille, la prunelle de mes yeux, j'ai besoin de toi. Elle me le répétait sans cesse, mais bon, au moment de se voir, il n'y avait plus personne. Donc bon. Du coup, elle devait m'appeler la veille. Et donc là, lors d'un appel qu'elle me fait, elle me dit, en mode normal, j'avais 15 ans, elle me dit « Ah, au fait, le nom du beau-père, il est sorti de prison. » Ok, alors la petite voix en écho dans ma tête, « Ah, il a dit qu'il allait me retrouver, qu'il allait me tuer. » Voilà, très cool, sympa. Du coup, quand je rentrais des cours, je devais passer par une rue qui était vachement sombre, j'étais paranoïaque de fou furieux. Parce que ça, tu l'as jamais redit à personne. T'es pas allé voir les flics Non, t'as 8 ans, personne n'a entendu, ta mère elle est là en train de te dire non, mais il est gentil, tout va bien et tout machin. Puis ton oncle, il avait pas l'air du coup très dégourdi non plus parce que... Mais personne me croit. Ouais, voilà, c'est ça. Personne me croit. Même quand, je me souviens même qu'à ce moment-là, du coup j'étais au collège, quand j'ai essayé de raconter des bouts de ma vie, même, en fait c'est ça qui est horrible, c'est que en fait quand j'étais au collège, ma vie elle était tellement absurde qu'en fait quand je racontais de vraies choses, on pensait que j'inventais.
C'est ça qui est le pire, c'est que du coup, quand j'osais parler un petit peu de ce que je vivais, tout le monde était là en mode ben non, t'as pas vécu ça, tu veux faire ça pour attirer l'attention, blablabla. Et du coup, ça m'a développé un syndrome un peu du mythomane, où en fait, comme j'avais l'impression que ce que je vivais, c'était pas assez important, bah du coup, parfois, j'inventais des problèmes encore plus grands. Par exemple, alors j'ai un peu honte, mais en vrai, aujourd'hui, faut en rire. J'ai inventé, par exemple, que j'avais vécu une tornade. Ouais, je sais, faut rigoler, hein. Mais j'ai inventé ça parce qu'en fait... Tu vois très bien, en tout cas, de pourquoi t'as fait ça, parce que mais c'était... oui, mais parce qu'en fait, ma vie, elle était pas prise en considération. Donc je me suis dit, je vais m'en inventer une qui peut-être est un peu plus impressionnante. Et ça marchait. Parce que du coup, les gens étaient là en mode, ah bon, t'as vécu une tornade, machin, etc. Et même s'ils savaient que je mentais, en fait, ils m'écoutaient parce que j'étais un peu un cas social, tu vois ce que je veux dire. Donc, on va être à l'affût des dernières conneries que Sophia va dire. C'est un peu triste, mais c'était une façon d'avoir leur attention, quoi. Et donc, du coup, pour revenir à ta question, à quel moment je me suis dit que j'avais peut-être droit aussi au bonheur et que j'ai commencé à conscientiser que je me foutais trop la pression, c'est parce que justement il y avait ce qui s'est passé avec mon ex et surtout j'ai rencontré mes premiers vrais amis. Ça c'est une rencontre, je vous aime. Si vous voyez, je vous aime. C'est vraiment... En vrai j'ai envie de dire leurs prénoms parce qu'ils sont incroyables et je veux qu'ils le sachent. Maxime, Clément, Jacques, qui est devenu mon copain. Ça m'a fait tellement de bien de les rencontrer parce qu'en fait on a commencé à développer des relations mais qui étaient vraiment sincères où en fait ils s'adressaient à moi Sophia Elamine et j'échangeais avec eux mais en étant moi-même 100%. Et en fait ça s'est fait tellement naturellement. Le pire c'est que quand on s'est rencontrés c'était vraiment... Alors Jacques et Maxime on s'est rencontrés dans un but professionnel à la base. Clément on s'est rencontrés aussi sur un tournage, il était figurant. Mais en fait, j'ai senti une bonne énergie et au début, j'avais forcé un peu le truc parce que je me suis dit, ah non, mais eux, ils ont grave une bonne énergie, je sens qu'on est alignés, donc je veux à tout prix faire quelque chose avec eux. Donc au début, je me suis refoutu cette pression. Et en fait, à force de passer du temps ensemble, mais ça s'est fait tellement naturellement et c'est beau parce que c'était vraiment pas prévu, tu vois. On s'est pas dit que ça allait nous tomber dessus comme ça. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, je peux avoir des amis, en fait. Des vrais. Tu vois, ceux que je rêvais d'avoir quand j'étais enfant. Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là où tu t'es dit que tu pouvais avoir le droit au bonheur ? Bien sûr. Ouais, c'est à ce moment-là, en fait, j'ai eu un déclic, ça a switché dans ma tête. Et je sais pas comment t'expliquer, c'est vraiment, ça s'est fait tellement rapidement, comme si j'avais décoché un truc dans ma tête. Et que j'en avais coché un autre. C'est vraiment comme un réveil que tu mets, tu te plains tous les matins de te lever à 5h, alors qu'en fait, il faut juste que tu éteignes ton réveil. Vraiment, c'est juste ça. J'ai éteint mon réveil, et j'en ai mis un qui était plus en harmonie avec mon corps et mon rythme. Et là, ça a switché parce que je me suis dit, waouh, en fait, on peut m'aimer. On peut m'aimer pour qui je suis. Tu vois, avec mon ex, j'étais dépendante affective et du coup, j'avais ce besoin d'être la meilleure version de moi-même pour le rendre heureux, pour être à la hauteur. Et comme lui, il me blessait et qu'il me faisait du mal, je me disais, s'il me blesse et s'il me fait du mal, c'est parce que je suis pas assez bien. Tu vois ? Alors que là, j'étais juste moi-même. Et en plus, moi-même, c'était pas un truc de fou parce qu'en plus, j'étais un peu en loc, etc. J'étais vraiment quasiment en déprime émotionnelle. Et pourtant, ils étaient là, ils me trouvaient incroyable. On passait des soirées où vraiment je me tapais des fous rires, Lilou, mais je m'étais jamais autant amusée et autant sentie en sécurité de ma vie. Et c'est là où je me suis dit, waouh, en fait, je peux être heureuse. Et en fait, tu sais, c'est un peu con comme déclic dit comme ça, mais quand tu l'intériorises et que tu le conscientises, ça fait tout. Mais en fait, moi, j'ai grandi en me disant, Sophia, t'es pas heureuse, mais c'est ok, parce qu'en vrai, c'est ton rôle, tu vois. Et je me suis enfermée dans un déni en me disant, en vrai, t'es pas heureuse, mais parce que t'es forte, parce que tu dois faire le bonheur des gens. Donc en vrai, c'était honorable, tu vois. Et du coup, c'était ok, tu vois, c'était un déni, mais que j'avais accepté. Et là, d'un coup, on me dit, mais en fait, Sophia, ton déni, ok, je comprends, mais il pue le caca. Viens, sois heureuse, en fait. Plutôt que de créer un déni et je sais pas quoi, viens avec nous, on s'amuse, on se fait des crêpes, on joue à Mario Kart. Est-ce que du coup, c'est grâce à eux aussi où tu t'es dit que ce que tu faisais, c'était assez, c'était déjà très bien ? Ou est-ce que ça, tu l'avais déjà conscientisé avant que, non, quand même, tout ce que tu faisais, c'était amplement satisfaisant et t'avais pas besoin de faire plus pour que d'autres gens t'aiment ? Non, moi je l'ai vraiment conscientisé tout ça grâce à eux. En fait, il s'est passé tellement de choses, ça a peut-être duré sur 3-4 mois, la grosse période de remise en question. Mais en fait, je voyais tout ce que eux ils faisaient. Tu vois, Clément, il est comédien de doublage, c'est un super acteur. Là, en plus, il s'est mis à composer des musiques, c'est incroyable. Maxime, un compositeur, mais fou. Je suis tellement fière de ce qu'il fait, c'est incroyable. Il fait des sons, mais magiques. Typiquement, les musiques que j'écoutais dans mon casque pour aller au lycée ou au collège, qui me faisaient me sentir mieux, c'est ce que lui, il compose. C'est dingue, c'est incroyable. Jacques, c'est un humain qui est fantastique, qui se sous-estime beaucoup et qui, je trouve, a matière à avoir encore plus confiance en lui parce que c'est vraiment un grand homme, mais il en a pas conscience. Moi, je l'admire beaucoup, en tout cas pour sa façon de penser, pour sa mentalité, pour sa maturité aussi. Et quand je les ai rencontrés, c'était dingue. Mais
avant eux, je m'étais pas dit que ce que je faisais c'était suffisant. C'est plus que je les ai rencontrés, j'ai vu que c'était des gens incroyables et que ces gens incroyables, ils admiraient ce que je faisais, qu'ils trouvaient que ce que je faisais c'était bien et qu'ils étaient là en train de me dire, surtout que moi j'ai eu la chance de les rencontrer, notamment Maxime, avec qui j'ai vraiment cette relation, on va dire plus psychologique parce que émotionnellement on se comprend, on a des parcours de vie un peu similaires, qui me disent « Sophia, calm down ». C'est lui qui m'a dit ça en fait en premier, qui m'a dit « Mais Sophia, est-ce que tu as conscience que là, tout ce que tu fais c'est déjà fou ?» y a des gens, ils seraient déjà partis en dépression ou en burn-out, tu vois. Et on a vraiment eu des conversations comme ça, deep, ensemble. Après, j'en ai reparlé avec Clément, j'en ai reparlé avec Jacques, on en a parlé ensemble. On a traversé des épreuves aussi ensemble, parce qu'avant, on avait encore un ami en commun, qui aujourd'hui n'est plus notre ami. Donc ça nous a rapprochés, on a eu beaucoup de conversations. Et en fait, j'ai pu parler avec eux de tout ça. Tu vois, là, la conversation qu'on a actuellement, la première que j'ai eue, c'était avec eux. Et c'était la première fois de ma vie que je parlais en mon nom, sans mettre de masque social, de Sophia qui doit tenir la face et qui doit rendre les gens heureux, où je parlais vraiment brut. Et tu sais, au début, je me sentais pas très légitime de le faire. J'étais en train de me dire, là, je suis en train de parler de moi, ça fait très égoïste, très égocentrique, j'ai pas envie que les gens pensent que je veux être le centre de l'attention, tu vois. Du coup, c'était très bizarre, mais en fait, ils m'ont mis en confiance, et c'est vraiment eux qui m'ont dit, Sophia, sois toi-même, ralentis, mets un peu le frein, tout ce que t'es, c'est suffisant, et alors, surtout, c'est eux qui m'ont fait la piqûre de rappel que j'ai dit tout à l'heure. À l'occurrence, j'avais 20 ans. T'as 20 ans. Genre, calme-toi, t'as le temps, arrête de te mettre la pression de fou, tu vois. Donc, c'est vraiment eux qui m'ont permis de conscientiser tout ça. Et du coup, c'est suivi une vague de changements où du coup, j'ai quitté mon ex parce que je me suis rendu compte, en fait, de tout ce que je t'ai dit là, je m'en étais pas rendu compte avant. Donc, c'est grâce à eux que je m'en suis rendu compte. Il y a un truc qui a switch dans mon cerveau. Et c'est là où j'ai quitté beaucoup de choses. J'ai quitté beaucoup de choses pour essayer de reconstruire. Donc encore aujourd'hui, je suis en phase de reconstruction. Je suis pas parfaite. Je me rends compte que j'ai beaucoup de blessures, beaucoup de traumas. Que 21 ans, donc c'est normal. Voilà, donc je suis encore en phase de reconstruction. C'est pas parfait. Malheureusement, parfois mes amis, même mon copain, ils se prennent des choses qui ne sont pas censées se prendre parce que j'ai des choses à régler, je suis blessée. Et parfois, dans ma façon de réagir, je me compare souvent à un chien enragé, tu vois, traumatisé. Mais c'est vrai, un chien, quand il a été maltraité, battu, etc., au bout d'un moment, quand tu t'approches trop de lui ou que tu lui fais peur, son premier réflexe c'est de mordre. Moi, c'est ce que je fais. Donc j'en ai conscience. Maintenant, il faut que j'apprenne à me dire que quand une personne me fait mal, me blesse, c'est pas dans son intention et que je ne dois pas avoir cette envie de moi aussi lui faire du mal pour qu'elle comprenne ce que je ressente. Tu vois, la vengeance, faut que j'arrive la bonne solution. En fait, c'est même pas une question de vengeance, c'est une question de me dire que je suis plus toute seule dans ma douleur. C'est là, tu m'as fait du mal, très bien, je vais aussi te faire du mal pour que tu comprennes ce que je ressens et que je sois plus toute seule à souffrir comme une nunuche, tu vois. Parce que aujourd'hui, du coup, par contre, c'est ça le problème, c'est que depuis que j'ai conscientisé que j'avais le droit au bonheur, en fait, ça me frustre si je vois que toi, tu me crées du malheur, mais que toi, t'es tranquillement heureux à côté, tu vois. Du coup, je vais avoir envie qu'on s'équilibre. Donc, si tu me crées du chaos, je vais vouloir t'en créer. Et ça, c'est pas bien. C'est quand même pas bien. Voilà. Mais tu vois, c'est ce qui était très compliqué, c'est que du coup, j'ai commencé à développer des relations saines pour la première fois de ma vie. Et ce qui est très compliqué, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est que quand on passe de relations qui étaient toxiques, malsaines, avec un rapport vraiment très déséquilibré et très malsain, à une relation saine, en fait, tu deviens la personne toxique. C'est ça. C'est surtout que tu deviens la personne toxique parce que toi, tu as adopté des comportements et des réflexes. La normalité, toujours. Voilà, exactement. T'as normalisé d'autres trucs d'avant. J'ai normalisé des trucs qui étaient toxiques et malsains. Je me suis adaptée, mon corps, mon cerveau, ils ont commencé à prendre des mécanismes pour s'adapter à ce mode de vie. Sauf que quand tu changes, t'as encore les anciens réflexes de l'ancien mode de vie et t'as encore cette normalité qu'il faut que tu changes. Et du coup, malheureusement, t'as des trucs toxiques et malsains qui avant étaient normaux dans ton ancienne relation qui deviennent toxiques dans les relations qui sont saines. Et donc là, c'est compliqué. Parce qu'il faut que tu arrives à te dire que t'es pas quelqu'un de mauvais. T'es juste quelqu'un qui doit passer à autre chose et faire en sorte d'aller mieux. Donc ça, c'est technique. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une petite victoire dernièrement où tu t'es dit à 100% ce que j'ai fait là, c'était suffisant et je suis fière de moi? Attends, je sais pas si tu mettras ça, mais ce qui est marrant, c'est que là, c'est plutôt l'inverse. Parce que, en fait, là, regarde, pour mon tournage, ce que je t'ai dit hier, ça s'est hyper mal passé. Et ça me saoule parce qu'à la base, je m'étais dit que je voulais plus me mettre la pression comme ça, justement. Sauf qu'en fait, je me retrouve dans une situation où je suis pas la seule maître de ce qui se passe. Je dépends d'autres personnes. Et du coup, c'est normal d'avoir des petites rechutes de temps en temps. Du coup, j'aurais pu te dire une victoire si ça s'était passé autrement. Donc attends, là j'essaie de creuser un peu dans mon cerveau, parce qu'il y en a forcément eu, mais... Attends, victoire vraiment liée à la pression et au fait de se dire que c'est suffisant, on est d'accord? Ouais, ou là tu t'es dit je suis fière
je me suis pas... tu t'es peut-être mis la pression sur le truc, mais que à la fin, tu étais fière et tu t'es dit, tout ce que j'ai fait, c'est assez et j'en suis fière. Eh ben, en vrai, je pense, enfin en tout cas, c'est la chose qui me vient le premier en tête, c'est le fait d'avoir quitté mon CDI en mars. Parce que tu sais, quand tu quittes un CDI, là, tout le monde vient te voir, te saute dessus en mode tu n'as plus de travail là. Surtout que tu n'as plus d'argent. Mais surtout que, et ça c'est un truc que j'ai déjà entendu, mais en plus comme je suis en couple avec mon gars qui lui a un CDI, il y avait aussi ce truc de tu profites de lui, tu peux lui soutirer de l'argent, blablabla. Du coup, donc non, ouais, quand tu quittes un CDI, tout de suite tu as une image soit de flemmard, soit de chômeur, soit de personnes un peu ambitieuses, ou soit à l'inverse de personnes qui rêvent trop. Qui est trop là en mode oui je vais y arriver machin, mais du coup tu sautes dans le vide. Donc pour certains c'est pas très mature de faire ça, et en vrai je comprends, c'est juste qu'au fond de moi-même je sentais que ça ne me plaisait plus, et ça c'est un conseil que je donnerais beaucoup, sauf si tu as une question à la fin là-dessus. Mais oui, j'ai écouté mon instinct pour la première fois, on va dire ça comme ça, et j'ai vraiment quitté le CDI. Et du coup, j'ai lâché une pression parce que le CDI, ça me foutait une pression de fou. Moi, j'avais beaucoup de projets à côté, j'avais envie de développer mon activité de photographe, vidéaste, de faire mes films, etc. J'avais pas le temps de le faire. Du coup, j'étais là où j'avais un rythme qui était insoutenable. Je faisais du 11h, 23h parfois en service parce qu'on était en sous-effectif. Le matin, je me levais tôt parce qu'il fallait que je bosse. Le soir, j'allais me coucher à 3h parce qu'il fallait que je bosse sur mes autres projets. Parfois même, je bossais sur mes projets pendant le service. J'avais mon ordinateur sur la console et je montais comme ça quand les clients étaient servis. Enfin, c'était un rythme qui était insoutenable, mais sur le moment, j'étais là en mode toujours plus, allez, encore. Et là, je me suis juste dit, fuck off. Hop, j'en ai marre du CDI, j'ai tout quitté, j'ai arrêté. Je me suis dit, Sophia, souffle. Je trouve qu'on a tendance à beaucoup lui donner un aspect négatif, mais moi, j'ai pas honte de le dire, c'est le déni qui m'a sauvée. Ouais. Parce qu'en fait, si j'étais pas dans ce déni de me dire, ouais, c'est mon devoir de souffrir et d'être là pour fabriquer le bonheur des gens. Oui, non, mais tout va bien, tout ce que je vis, c'est normal. Alors qu'au fond de moi-même, je sentais que c'était pas normal. Mais le fait que je me dise, non, mais c'est ok, c'est ce qui m'a permis de pas sauter du haut de mon balcon. C'était ce qui m'a permis de pas me jeter sous les roues d'une voiture. Clairement, parce que si tu conscientises que c'est pas normal, mais que t'es obligé de supporter ça, tu survis pas, tu meurs. Donc moi, ouais, c'est le déni et c'est cette normalisation qui m'a sauvée. Après, attention, aujourd'hui, justement, si j'étais restée enfermée dedans, par contre, c'est ça qui causerait ma perte. Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir le contrôle sur ça. À l'époque, quand j'étais dans ma famille, j'étais obligée d'aller à l'école, j'étais obligée de voir ma mère, j'étais obligée d'être avec ma famille. Donc forcément, je suis obligée de trouver une solution de m'en sortir. Mais aujourd'hui, je suis plus obligée de faire tout ça. Donc là, par contre, c'est important de sortir de ce déni, et c'est là où il peut devenir négatif. Mais pour toi, c'est ce que t'as fait. C'est ça, pour essayer de conscientiser tout ce qui se passe, pour essayer de guérir. Donc c'est ce que j'essaye de faire actuellement. C'est long, mais tu vas y arriver, j'en suis sûre. Je crois en moi. Parce que si je croyais pas en moi, je ferais pas tout ce que je fais, quoi. Donc voilà. Et je sais plus aujourd'hui, du coup, même si là tu me dis qu'avec ton tournage et tout, tu te mets encore un peu la pression, t'arrives quand même beaucoup mieux à gérer ce truc de te rendre compte que tout ce que tu fais c'est déjà très bien, qu'à 21 ans c'est déjà très bien, t'arrives à beaucoup mieux le conscientiser. Ouais. J'écoute mon instinct, surtout. Ça c'est un big conseil que je donne, c'est écouter son instinct. Et écouter ton corps aussi. Parce que c'est bête, mais en fait ton corps et ton instinct, ils te parlent. Quand au bout d'un moment c'est trop ou c'est too much, ils te le disent. C'est juste toi qui es là avec ton insatisfaction personnelle, en train de te répéter non mais fais, c'est pas grave, au pire tu te reposeras après. Et en fait on se sait très bien, il n'y a pas de après, genre toutes les fois où je me suis dit allez, là on travaille dur, mais après on se prend 2 semaines off, machin. C'est faux. Jamais de la vie je me suis pris mes 2 semaines off. Je suis comme toi, à chaque fois j'ai réenchaîné sur un autre truc. Donc maintenant j'écoute mon instinct et surtout j'essaye de comprendre que je suis ma meilleure amie et que si je veux être efficace et mettre en place mes projets, j'ai toujours beaucoup de projets. Je sais pas si tu te souviens l'arbre de vie qu'on a fait au campus là, où on devait marquer tous nos projets. J'avais une branche, j'avais plein de projets, tu vois ce que je veux dire. Mais tous les trucs qui me passaient par la tête, j'étais là. Aujourd'hui j'ai toujours beaucoup d'ambition, toujours beaucoup de projets, mais j'apprends à les prioriser et à me prioriser surtout. À me dire que en fait ces projets-là, je ne pourrais jamais les mettre en place si je tiens le même rythme autoritaire et presque dictature que je m'infligeais avant. Je vais péter mon crâne et je vais pas réussir à mettre en place ça correctement. Et surtout, je suis un peu dans le carpe diem du je veux savourer mes réussites quand j'en ai, tu vois. Ça. Parce que quand tu te fous trop la pression et que tu es là en mode non, c'est pas assez, c'est ce que je te disais au début, une fois que tu obtiens la chose, finalement tu passes à autre chose et du coup la chose que tu as obtenue, on s'en fout, c'est hop, voilà, c'est bon,
Moi, tu sais que j'ai beaucoup de mal à savourer les réussites. Genre, quand on est allé à Cannes. Ah, ben oui, mais ça, moi, on en a parlé. Sur le coup, mais je me suis pas rendu compte du. Bien sûr. Syndrome de l'imposteur et tout. Je me rendais pas compte de la dinguerie que c'était et de me dire que dans ma vie, je serais quand même allée au moins une fois sur le fucking tapis rouge de Cannes. Exactement. Pour un court-métrage qu'on a fait, sélectionné par un jury. Et que, en fait, ça m'a. Je pense que juste après, je l'avais pas célébré. Genre, j'étais vraiment en mode. Maintenant, tu sais, c'est un peu. C'est acquis. Quand est-ce qu'on y retourne avec un vrai projet de réal où on dira mon nom au speaker, tout. C'est ça. Ouais, mais il faut se calmer aussi et de se rendre compte que la dinguerie, quand même, qu'on vient de vivre, quoi. Pour moi, suivre son instinct, écouter son corps et se poser des limites aussi. Il faut se poser des limites à soi-même. Il faut réussir à se mettre des barrières pour pas que ça déborde dans tous les sens, surtout quand on est créatif, parce que là, ça part en couille. J'apprends moi actuellement. Hein. J'ai extrêmement du mal à me reposer. Genre, j'ai toujours pareil, 10 000 projets en cours. Et en vrai, toutes mes copines de la comédie musicale se reconnaîtront. Mais des fois, j'en ai qui sont en train de dire, mais Lilou priorise, fait un projet à la fois. Step by step. Parce que là, j'ai genre 45 000 projets et je fais tout en même temps. Exactement. Et en fait, là, je suis hyper crevée, comme toi. Et en fait, juste moi, mes petites victoires du quotidien, c'est me dire, j'ai réussi à faire une grasse mat où j'ai réussi à me reposer et à ne pas overthinker sur cercle vicieux mes trucs. Des personnes un peu hyperactives comme ça dans le milieu professionnel. Vraiment, il est maudit. Hein. Parce qu'en fait, tu vas bosser beaucoup en te disant, oui, mais plus je bosse beaucoup et plus je serai tranquille après. C'est ça. Et moi, je pense toujours au futur, pas au présent. Et en fait, plus tu te dis ça et plus tu vas être fatigué de fou, plus tu vas avoir du mal à faire tout et plus tu vas avoir envie de te reposer. Sauf que du coup, pour toi, te reposer, c'est égal à avoir fait tout ce que tu as envie de faire et avoir atteint ton objectif. Donc tu te diras, c'est bon, je me reposerai après. Et en fait, tu t'avances pas comme ça. Si tu avais un petit message à envoyer peut-être à la petite Sophia de 8 ans, qui vient de courir partout dans le centre et qui pourrait retrouver ce petit message-là quand elle était cachée derrière la porte, qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour la rassurer? Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle se sente mieux? Et voilà, je voudrais que tu l'écrives sur ce petit message. Ah, c'est un bon exercice. C'est super parce que ça demande de vraiment se reconnecter à la soi du plus jeune. Alors, j'ai écrit: un jour, tu rencontreras des gens qui te feront te sentir en sécurité et qui te feront te sentir toi-même, suffisamment toi-même. Tiens bon, ça va aller mieux, je te le promets. Tu peux signer Sophia en dessous? Bien sûr. C'est beau. Oui. Parce que la petite Sophia de 8 ans, elle se sentait seule et surtout, elle était persuadée qu'elle était condamnée à cette solitude. Et le je te le promets, c'est important parce que pour moi, ça a toujours été hyper important. Les promesses, c'est très important pour moi. Le nombre de fois où on les a trahies, ça m'a vraiment brisé le cœur. Mais pour moi, les promesses, ça a du sens. Et ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on les tienne. C'est pour ça que je le marque. Merci d'avoir confié ton petit mot à ce podcast. Mémoire en boîte et d'avoir discuté avec moi. Vraiment, c'était génial de faire cette conversation avec toi. Oui, c'est vrai. C'est fou. Là. En fait, c'est une petite séance psy avec un micro, c'était incroyable. Merci à toi qui écoute ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu le souhaites, tu peux le partager ou le garder pour toi. Et moi, je te dis à bientôt.